Sous la sombre lumière d'une lune rouge sang, des respirations se faisaient fortes alors qu'un homme gisait à demi conscient. Quelques mètres plus loin, une femme avait visiblement subi le même sort, quoique son agresseur comptait bien mettre en marche son sinistre plan. Sa déviance régnait maître au milieu de la nuit, quoiqu'elle ne fût pas suffisamment discrète. Aïe! Se retournant de surprise, le déviant faisait face au malveillant sourire de celui qui l'a interpellé. C'est l'heure de la branler! Ses yeux dépeignaient la plus pure des craintes. Il s'appelle Yu Jao. Sa vie précédente s'est terminée par un tragique accident. À l'époque, il fut l'un des plus grands criminels de l'histoire de la Chine. Le problème, c'est qu'il s'est réincarné dans un autre monde, dans le corps d'un flic, un détective de la division du grand banditisme de Pékin, si l'on veut être exact. La veille, il s'engueulait avec l'inspecteur divisionnaire de sa brigade de la crime. Celui-ci avait ordonné à toute la brigade d'être de service de nuit pour mettre la main sur l'électriseur. Bordel, ça peut pas attendre demain? Mais de quel droit se croit-il exempt de sa commande? Tchè. De toute façon, son petit tour chez les détectives risque bien de se clore aujourd'hui même. Devrait-il retourner à ses anciennes occupations? Ah, il peut me maintenir une clope dans ce monde ou bien? Activation du système de confrontation. Système activé. Chargement du taux de succès. Sélection des symboles divinatoires. Yu Jao n'a pas la moindre idée de ce que peut bien être cette chose. Serait-ce une sorte de système? Sa vie précédente vit son règne de gangster croître jusqu'à parachever sa suprême domination. Mais il ne subsiste rien de cette période. Pire encore, personne ne le connaît ici. En l'état, il ne peut qu'espérer que ce système puisse le sortir de cette mauvaise passe, sans quoi il va finir par crever seul la bouche ouverte. Mais son pessimisme se dissipa sous le poids de la surprise. Ses jambes, cette poitrine, cette femme est incroyable. Mademoiselle, que faites-vous toute seule si tard? 3000 €. Combien? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de négocier un peu? Sans prêter attention à Jao, la femme suivit son client, lequel lui a entre autres promis une nuit dans une penthouse. À l'arrière, il y en avait un qui mangeait son seum. Détournant une deuxième fois le regard, Jao fut cette fois surpris par la pesante présence d'un autre homme. Son glauque regard se détourna subitement vers Jao. Oh, qu'est-ce que tu regardes comme ça? C'est les bien deux choses que son instinct lui dit, c'est que primo, ce type ne vaut rien, et deuxio, il n'est pas un enfant de cœur. Dans le même temps, Jao se rappelle de la dernière réunion. Pékin a vu 3 cas d'agression enfreignant l'intimité de jeunes et belles femmes à l'aide d'une matraque électrique. Ont été rapprochés leur agression avec une malsaine habitude de coucher ici et là. Également, les victimes ont toutes été retrouvées proches de bars ou de boîtes de nuit. Enfin, la 3e victime a confirmé avoir sévèrement griffé le visage de son agresseur, si bien que l'on a pu récupérer des traces de son ADN sous les ongles de la victime. Il est actuellement étudié au labo. Il y a des traces de blessures sur son visage. Ce serait quand même gros qu'il soit le guignol qu'il cherche. Attends, la police est chargée de coffrer ce genre de pourri. Mais de quel droit peut-il brandir l'étendard de la justice? Dans l'allée adjacente au bar. Jao avait noyé ses questions d'éthique dans l'alcool et s'était mis en route. En tout cas, s'il y a une chose de sûre, c'est qu'en termes de filature, il n'a pas d'égal. Au bout de quelques mètres à peine, Jao fit la rencontre d'un corps inanimé. Bien que calme, sa surprise faillit ruiner ses efforts de discrétion. À la vue de cet homme, il constate la posture raide et non usuelle du corps. Il n'a pas juste été assommé, mais également électrisé. Dévoilant une batte récupérée plus tôt, Yu Jao comptait bien se défouler un peu. Son entrée en scène dans le monde de la justice allait être grandiose. Alors c'est toi! Figé par la surprise, l'électriseur de son nom dans la crime se retourna avant de se prendre un bon coup de batte dans la gueule. Ils vont s'amuser un peu ensemble. Ayant appris l'appréhension de celui que tout le département cherchait depuis longtemps par Jao, il ne fallut que quelques heures au bureau pour confondre l'ADN du suspect avec celui de l'électriseur. Mais personne dans la crime ne reconnaissait leur Yu Jao habituel, d'après qu'il s'est encore disputé avec le divisionnaire. En tout cas, il a plus l'air d'un criminel que d'un détective. D'ailleurs, où est-ce qu'il a filé? Jouant avec le pactole qu'il venait d'empocher, Jao considérait sérieusement continuer cette petite aventure de détective. Mais soudainement, le système se ralluma. La première confrontation a eu lieu. Taux de complétion de 75%. Félicitations, vous venez d'obtenir un gadget secret. A obtenu un mouchard indétectable. Il peut être utilisé une fois dans les 48 prochaines heures. Veuillez l'accepter. Sans trop réfléchir, Jao appuie sur le système confirmant l'obtention du mouchard. Attends, maintenant qu'il y pense. Plus tôt, l'inspecteur divisionnaire lui avait demandé comment il a su que le coupable se trouverait au bar. C'est vrai que c'est un peu gros. Serait-il possible que le système ait à voir dans ce coup de chance? Et puis, il y a ce taux de complétion de 75%. Ça réfère probablement au niveau de réussite de la mission du système de confrontation. En d'autres termes, et s'il a bien compris, ça voudrait dire que s'il n'avait pas suivi l'autre abruti, le taux de complétion aurait rasé les pâquerettes. Mais enfin, avec des scies, on coupe du bois. Quoi qu'il en soit, et qu'importe le nombre de confrontations que le système lui arrangera, la simple réussite de la mission ne dépend finalement que de son intuition et de sa bonne volonté à le suivre. En tout cas, le prospect de résoudre des affaires comme celle-ci à l'avenir lui plaît. Avec le temps, il pourra toutes se les mettre dans sa poche. 5 h du matin, KFC de l'avenue Centrale. Il a pas dormi de la nuit. Forcément, il fallait que ça tombe sur lui, les voisins de chambre qui ronflent comme des tracteurs bernais. Ils sont autant puants que bruyants. Ça se demandait comment le Yu Jao de ce monde a pu vivre dans un tel boui-boui. S'allumant une clope, il ne va pas avoir d'autre choix que de se louer une piole.
Activation du système de confrontation. Sélection de vos symboles divinatoires. Les symboles révélés sont le Duo et le Xenvor. Ces divinations sont départ sans heurte, vie et travail en paix avec satisfaction et déplacent terre et mer. Symbole de succès que dit le système. Mais Jao n'est guère familier avec ce genre de concept religieux. De toute manière, départ sans heurte sonne comme une plutôt bonne divination. Ça devrait le faire. Mais à l'arrière, une femme s'approche du détective en titubant. Péniblement vivante, celle-ci supplie pour qu'on lui vienne en aide. Se retournant à ses mots, Jao vit la jeune femme s'effondrer au sol devant lui dans les cris d'effroi des travailleurs matinaux. Il sait très bien ce que cela signifie. Et il s'agit de la deuxième mission du système de confrontation. Dans la matinée du 22 avril, une jeune femme s'est effondrée à quelques pas du KFC de la rue Wang Fujing. Elle a été découverte par l'inspecteur Yu Jao de la brigade criminelle alors qu'il s'apprêtait à embaucher. Alerté par le sang, l'inspecteur découvrit l'avant-bras droit de la jeune femme enveloppée dans des bandages. Si nous sommes encore dans l'attente d'un rapport officiel de la brigade criminelle, les passants présents sur la scène témoignent unanimement qu'en toute vraisemblance, elle semble avoir été victime d'une sordide agression. Grâce à l'intervention de l'inspecteur Jao, lequel a coupé le saignement et stabilisé l'état de la victime, celle-ci a pu être prise en charge par l'hôpital central de Pékin en urgence et dans les temps. L'hôpital et les autorités ont conjointement confirmé que le pronostic vital de la victime n'est pas engagé et qu'elle est bien consciente mais toujours en surveillance. Elle n'a ainsi pas encore pu témoigner auprès de la presse, mais cette nouvelle attaque réveille l'affaire du démembreur de l'an passé. Affaire non résolue où 2 femmes avaient également été agressées et avaient perdu leur main droite. Cette recréation en 3D ne vaut pas un copec. Il était bien plus héroïque que ça. Elle en pense quoi, hein? À l'arrière, la victime du démembreur bouillonnait sur place. Agrippant un oreiller, elle balance le sur Jao, lui hurlant qu'il n'a pas la moindre trace d'être foutu coupable et tout ce qu'il passe son temps à faire, c'est de la questionner elle encore et encore. Ayant soigneusement esquivé l'assaut, Jao reste en silencieux avant de lâcher une vraie bombe. Eh bah, avec une main gauche comme ça, pas besoin de main droite. Ça, c'est la goutte d'eau qu'il fout le camp. Sa collègue et assistante sur l'affaire, Lisha Beini, lui fait remarquer qu'il n'y va pas de main morte. C'est un mauvais jeu de mots, hein. Bref, quoi qu'il en soit, elle a déjà perdu une main. Il ne devrait pas l'agiter autant. Attrapant la fiche du démembreur, Jao lui signale qu'il ne fait que lui montrer le côté positif des choses. Au moins, il lui reste une main. Lisha se demande s'il est idiot ou s'il le fait exprès. Jao était sur la fiche de la 3e victime, Luo Meina. D'après ses dires, la séance est cachée dans l'habitacle de sa voiture avant de la rendre inconsciente. La victime a passé la nuit dans les vapes, s'est réveillée, sa main droite en moins. Elle s'est ensuite ruée en dehors du véhicule pour chercher de l'aide. Peu de temps après, encore sous les effets de l'anesthésiant, elle s'est évanouie devant lui. Lisha interpelle Jao et lui rappelle qu'il s'agit là sans aucun doute de l'affaire du démembreur de l'an passé. Il en est déjà à sa 3e victime. De plus, l'équipe en charge de l'affaire a été sur le dossier pendant plus d'1 an et n'a pas été capable de trouver la moindre piste. À son avis, il n'aurait pas dû parler comme il l'a fait avec le divisionnaire plus tôt. Il faut dire qu'il y est allé fort. Oh, c'est juste qu'une petite affaire de démembrement. Il n'a qu'à gauler le criminel demain et on n'en parlera plus. Très bien, inspecteur Jao. Du moment qu'il résout cette affaire, lui paiera pour la vitrine qu'il a pétée hier. Lisha lui rappelle que si Q-Ping et son équipe de la division B mettent la main sur le démembreur avant lui, il est doublement perdant. Mais de quoi devrait-il avoir peur? Ils n'ont pas été foutus de mettre la main dessus en 1 an. Et puis quand il partit soulager la vessie, le système de confrontation s'est une nouvelle fois allumé. Il y a des chances que le système de confrontation intervienne une nouvelle fois. Grâce à lui, il a pu mettre la main sur l'électriseur. Mieux encore, la prime qu'il a reçue lui a permis de se louer une piole un tant soit peu meilleure que l'autre infâme dortoir. Du moment qu'il a le système de son côté, il est le grand détective de la crime, Yu Jao. Il demande à son assistante comment se portent les 2 autres victimes. Celle-ci lui explique que la première s'appelle Gao Tian. L'an dernier, le 22 avril pour être précis, elle est venue à Pékin assister à un concert. Malheureusement, elle a fini assommée et a eu sa main droite démembrée dans les souterrains du CNAP, le Centre National des Arts Performatifs. Le cas de la deuxième est bien plus étrange, voire parfaitement inexplicable. Du jour au lendemain, Yuan Lily s'est réveillée sans sa main droite. Le plus absurde dans tout ça, c'est qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée dans son appartement. La seule option est ainsi celle d'un proche, lequel aurait pu avoir un double des clés, mais ni cette piste ni celle du propriétaire n'a mené quelque part. Plus mystérieusement encore, le démembreur a soigneusement évité toutes les caméras de surveillance sur les 3 affaires. Mais peut-être que le pire, c'est qu'ils n'ont pas pu relever la moindre trace d'ADN, y compris dans le cas de Luo Meina. Jao écoutait, bien sûr, mais avait les idées ailleurs. On se demande bien où. Celui-ci, constatant que l'affaire est purement impossible à résoudre, interpelle Lisha. Celle-ci se retourne, tout ça pour que Jao lui demande si elle pourrait pas lui prêter 200 balles pour leur histoire de vitrine. Quelques instants plus tard, aux abords de l'hôpital central de Pékin, l'assistant ne semble avoir que faire des problématiques de l'inspecteur Jao. C'est un chameau! Faut faire des photos! Déjà qu'elle veut pas le dépanner, si en plus elle lui fait perdre son temps, ils vont pas s'en sortir. Au voleur! Au voleur! Si ces cris avaient interpellé Lisha, à laquelle vit courir un homme pour sa vie, il va sans dire que Jao n'en avait rien à foutre. Elle se retourne vers lui et le supplie de prendre l'homme en chasse. Oui, bah oui. Ils sont de la brigade criminelle, pas des pouilleux de la police municipale, enfin. Bon, elle voulait pas faire sa photo avec le chameau? Mais alors que les cris de la victime s'intensifient, Jao prend la peine de lever les yeux, lesquels se posent sur une jeune femme courant au loin. La belle femme supplie pour qu'on lui vienne en aide. Jao l'a reconnue immédiatement. Aucun doute possible, c'est Yao Jia, son autre moitié dans sa vie précédente. Serait-ce possible qu'il ne soit pas le seul à s'être réincarné? Qu'elle lui garde ça? Mettant le pied à l'étrier, Yu Jao comptait bien mettre la main sur l'autre gueux. Lisha lui demande ce qu'il fait. Purifier la terre de sa petite gangrène.
Dévalant les rues à toute vitesse, les sabots du chameau résonnent avec l'activité quotidienne des rues commerçantes de Pékin. Yu Zhao est presque rattrapé son retard sur la petite fripouille. Cependant, derrière lui, Zhao ne laissait que chaos aux grandes dames des marchands. La vermine, quant à lui, ça s'est foutu. Dos au mur, il n'a plus que son couteau pour échapper à la tôle. Zhao arrive à sa hauteur, remarque instantanément le couteau et l'air semi-déterminé du voleur. Oh, baisse les yeux, bouffon. T'es qui, toi? Ne daignant répondre, Zhao éclata une planche de bois sur la gueule du détritus. Mais putain, t'es qui? Un apôtre de la justice. Un officier de la crime. Il va quand même pas apprendre au vieux singe à faire des grimaces. Quel genre d'officier ravagerait toute une rue marchande comme si de rien n'était? A-t-il seulement la moindre idée des frais de réparation que vont engendrer ces conneries? Alors qu'il parle, le département des plaintes est noyé sous les demandes des commerçants dont les boutiques ont été ravagées. À ce propos, sergent, ce type est vraiment un inspecteur de la crime. Il s'agit de Yu Zhao. La division A. Au même moment, Yao Jia remercie son héros. Celle-ci lui dit qu'elle travaille en tant qu'infirmière à l'hôpital central. Il peut aller la voir s'il a besoin de quoi que ce soit. À son grand regret, Zhao ne peut que constater qu'elle ne le reconnaît aucunement. Elle a beau tout avoir, de celle qu'il a laissée seule à cause de sa réincarnation, rien de leur relation n'existe en ce monde. Et puis, quand il a croisé son père, il lui a bien fait comprendre sa situation. Zhao interpelle Yao Jia et lui demande s'il peut ajouter son numéro sur son téléphone. Enfin, si ça ne la dérange pas, ça leur permettra de rester en contact. Qu'importe son rôle en ce monde, il ne peut pas laisser passer l'opportunité. Confrontation terminée. Taux de complétion de 72%. A obtenu un tracker secret. Zhao constate que le système de confrontation ne se limite aucunement à ses affaires de détective. Ça complexifie la chose. Soit les confrontations sont organisées au petit bonheur la chance, soit il y a un ordre qu'il ne parvient pas à saisir. Initialement, il voulait s'occuper de l'affaire du démembreur, mais le système l'a amené à rencontrer Yao Jia. En tout cas, cela veut dire qu'il ne peut utiliser les symboles divinatoires que dans le cadre de l'affaire, sinon il l'enverra sur des pistes aucunement liées. Il ne va pouvoir se reposer que sur ses propres capacités pour résoudre l'affaire. De facto, il va avoir besoin de plus d'infos pour tenter d'y parvenir. On y va. Où ça? Arroser un coup les pissenlits. De retour à la crime, Zhao avait décidé de passer une petite visite dans les bureaux de Qiuping. Il lui confie que puisque le criminel n'a laissé aucune trace et sans aucun doute prémédité, il a dû avoir les victimes dans le viseur pendant bien longtemps. Aussi longtemps qu'il a préparé son coup. Qiuping lui demande sévèrement s'il les prend pour des flemmards incapables. Si ces inspecteurs ne sont pas sur le terrain en train de conduire des recherches, il fouille à travers les différentes caméras de surveillance. Eux agissent pour mettre derrière les barreaux le démembreur, contrairement à lui qui ne fait strictement rien. Eh bah, c'est sa journée, tiens. Mais l'attention de Zhao est attirée par le tableau derrière Qiuping. Celui-ci récapitule toutes leurs avancées sur l'affaire. Sans perdre de temps, Zhao se presse pour gratter ce qu'il peut du tableau sous le regard placide de Qiuping. Celle-ci se rappelle sa conversation avec son supérieur. Vu son potentiel, si elle arrive à résoudre l'affaire de l'électriseur, elle pourra viser plus haut que divisionnaire. Cela dit, elle se demande pourquoi elle n'a jamais réalisé que la division A dispose d'une personne aussi singulière. Il arrivait de nulle part, il lui a dérobé son affaire, le ticket de sa promotion. En attendant, Zhao comprenait enfin pourquoi la police arrive à lui mettre des bâtons dans les roues. C'est qu'ils sont bien organisés, les bougres. En tout cas, il dispose de quelque chose qui va lui permettre de rattraper son retard. Et ça n'est pas ce tableau. Qiuping l'interpelle et lui dit qu'elle a entendu qu'il a fait un pari avec le divisionnaire Liu du groupe A vis-à-vis du démembreur. Elle est bonne. Alors comme ça, il est venu supplier le groupe B de l'aider parce qu'il est largué? Comme c'est mignon. Il peut lui demander s'il a besoin d'aide. Tchè, Zhao s'était redressé sous les moqueries de la brigade de Qiuping. C'est le moment ou jamais. Plaquant sa main contre le tableau, Qiuping rougissait de gêne. Il apprécierait ne pas créer de malentendus. S'il est venu ici, c'était simplement pour obtenir quelques renseignements sur leur petite affaire. Et puis lui n'a pas passé un an sans la moindre piste. Mais s'ils ont trop peur qu'il puisse leur couper l'herbe sous le pied, il ne va pas insister. N'empêche, il plaint ses pauvres concitoyens. Autant d'argent des impôts perdus dans le salaire d'incapables. Mais enfin, il va finir par être anxieux pour la survie de leur brigade. À l'arrière, l'un des inspecteurs comptait bien lui remettre les idées en place. Mais son collègue le retient. À travers l'écouteur du mouchard, Zhao pouvait entendre tout ce qu'il se passait dans les bureaux de la division B. Qiuping constate que le point soulevé par Zhao plus tôt, bien qu'évident, rappelle le fait que le démembreur a si soigneusement évité toutes les caméras de surveillance. Ça ne laisse réalistiquement que deux choix. Soit il est incroyablement familier avec les lieux, soit il y habite lui-même. Écoutant attentivement leur petite conversation, Zhao pouvait se ravir de son coup de maître plus tôt. Il a pu planter le mouchard en plein sur le tableau, le tout en calant un petit coup de pression. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'en dehors de lui, personne ne peut le voir. Du côté de la division B, l'on remarque que les analyses médico-légales sur Lomeina ont révélé des traces d'anesthésiants pour animaux de grande envergure à effet rapide dans son sang. De plus, toutes les victimes ont eu leur main droite coupée par une arme qui pourrait s'apparenter à une hache. Ou du moins quelque chose d'assez tranchant et lourd, puisque les mains de chaque victime ont été coupées d'un coup sans faute. D'ailleurs, la première victime était traînée dans un passage souterrain par son assaillant. Compte tenu de l'exploit physique nécessaire pour accomplir cela sans se faire remarquer, il serait logique que le coupable soit un homme. Toutefois, cette assertion reste en suspens, puisque les experts médicaux qui se sont occupés des victimes ont tous été unanimes quant au fait que la partie la plus épaisse de l'os a été évitée à chaque fois. Bien que ce soit peu probable, il leur est impossible d'écarter à 100% la possibilité qu'il s'agisse d'une femme. Enfin, les médecins légistes ont trouvé des traces d'adhésif dans la voiture de Lomeina. Il est probable que le coupable ait utilisé une sorte de film protecteur lors de son acte.
Zhao constate qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, que ce soit un lien avec le milieu vétérinaire, des connaissances en physiologie, mais surtout une minutie incroyable pour éviter les diverses caméras. Le point le plus étrange doit être qu'aucune d'entre elles n'a pu capturer la moindre trace du démembreur, alors que les images du véhicule de l'Omeina ont bien pu être capturées. À chaque fois que le véhicule était dans le feu de projecteur, il n'y eut rien de suspect dans l'habitacle. Pourquoi une telle obsession paranoïaque à cacher ta silhouette? Que révélerait-elle? Une seconde, c'est évident. Elle révélerait qu'elle est une femme. Les 3 victimes ne se connaissent pas. Est-ce que l'assaillant passe à l'assaut au hasard? Peut-être qu'elle est mentalement dérangée, mais dérangée au point de faire preuve d'autant de minutie quitte à s'infiltrer potentiellement plusieurs heures, voire jours à l'intérieur de l'appartement d'une inconnue ou au cœur de sa voiture. Et pourquoi prends-tu spécifiquement des mains droites? Le motif du démembreur est la revanche. Les collègues de Zhao restent plus que dubitatifs. Et comment il peut l'affirmer? Simple déduction. Au cœur de son antre, le démembreur pouvait rayer le nom de sa 3e victime, alors que les mains de Gao Tian, Yuan Lili et Luo Meina trempaient chacune dans leur bocal de formaldéhyde. Le coupable collecte les mains de ses victimes tels des trophées. Ces derniers sont cachés dans un endroit que lui seul connaît. À chaque fois que le démembreur les revoit, sa haine jaillit de plus belle. Mais pourquoi prend-elle uniquement des mains droites? Attends, il tient sa réponse. Grattant sur le tableau, Zhao ne va pas simplement refaire son retard sur la division B, mais il va leur mettre une longueur. Agenouillé au sol, Jiang Zhaoqing lui demande où il est. Ça fait une plombe qu'elle l'attend. Le regard de Zhao était parfaitement fixe, droit comme la justice. La jeune fille, toujours au téléphone, lui dit qu'elle est à l'entrée du bureau de la crime avant de miauler à l'appareil. La pêche remue ses rondeurs sous le regard attentif du détective, lequel daigne enfin lui dire qu'il la voit. Zhaoqing, qui s'amusait à 4 pattes avec un chat, se redresse, le sourire aux lèvres. Zhao lui pique son Pepsi et lui demande ce qu'il l'amène ici. Il est même pas 7h du mat et il a pas dormi de la nuit. Celle-ci lui répond qu'ils sont complices, hein. Zhao la regarde d'un air aussi intéressé qu'un milliardaire face à une charité. Quelques jours plus tôt, il avait eu affaire à elle. Malgré son jeune âge, elle s'était embourbée dans du petit blanchiment d'argent en falsifiant son identité et avait supplié à Zhao de ne rien dire à son père. Ça lui va, il va garder son petit secret, mais à une condition, qu'il se partage le pognon. Son plan était simple, quitter sa piole pourrie en blackmailant la jeune fille pour loin des appartements de son père avec le dit argent blanchi. Cela dit, il ne s'imaginait pas que l'hexagramme du système qu'il a éveillé pointerait vers elle. Mais enfin, ça lui permet de payer le loyer. Bon, qu'elle arrête de tourner autour du pot. Il faut qu'il l'aide en venant à la place de son père à la rencontre parent-prof. Elle se fout de sa gueule ou comment ça se passe? Mais se jetant sur lui, elle lui dit qu'elle a même intercepté le message que l'école envoyait à son père pour le rediriger vers lui. Oui, si son père le découvre, il sera foutu à la porte. Et où est-ce qu'il va dormir après ça? S'il a nulle part où aller, elle partagera sa chambre avec lui. Allez, s'il te plaît, Papounet. Du coup, il va venir. Mais qu'elle ne l'appelle plus jamais Papounet. Au cœur de l'auditorium du lycée de Zhaoqing, le lycée Chen Jinglun pour filles de Pékin, Zhao avait envie de s'enfiler 2 litres de javel cul sec. Zhaoqing lui avait fait toute une tirade pour lui rappeler le fait qu'ils sont dans le même navire. Si ses absences s'ébrutent auprès de son père, sans parler de sa fausse identité qui lui a permis de blanchir de 3 sous-sous, son élan de chance lui sera coupé court aussi. Et puis les flics, ça sera double peine. Cette gamine est un vrai poison. Par contre, il se demande bien quand est-ce que la purge sera finie. De belles mains comme celle-ci, ça demanderait quel type d'effort pour les démembrer. La pianiste, une autre femme, parlait gaiement musique et dit à la pianiste que ce n'est pas souvent que l'on peut avoir l'occasion d'assister à une telle performance. L'artiste lui répond qu'elle ne mérite pas tant de flatterie. Elle pratique simplement depuis son enfance. Si elle avait fait preuve de plus de discipline, elle aurait sûrement pu finir mieux classée à la compétition de piano du lycée, quitte à peut-être intégrer l'Académie nationale de musique. Mais bon, il n'y a pas de place au regret. À l'époque, les génies ne manquaient pas. En parlant de ça, la deuxième victime, Yuan Lili, était professeure de musique au Conservatoire national de Pékin. Ses talents au piano étaient sans aucun doute son plus grand point fort. De plus, la première victime, Gao Tian, a été agressée alors qu'elle se rendait à un concours de piano. Reste à savoir s'il peut tirer un lien avec Luo Meina. Lisha avait répondu à l'appel de Zhao et lui demande de quoi il a besoin. Comment ça, un lien avec le piano? Au fond, si les 2 premières victimes partageaient un goût pour l'instrument, ça vaut le coup de vérifier pour la 3e. Son affreuse sonnerie s'est bien résonnée à travers l'auditorium. Allô? Ouais? Non, vas-y, tu me déranges pas. Par contre, les autres parents d'élèves, eux, ne supportaient pas le manque de manière de l'inspecteur. De l'autre côté du fil, Lisha lui confirme sa piste. Au moment de son agression, Luo Meina était en pleine tournée dans un orchestre où elle jouait du piano. Putain, c'est bon ça! Tous les parents d'élèves peinaient à supporter le vulgaire langage de Zhao. Sa fille doit être une vraie terreur. Ça doit être une des harceleuses, c'est sûr. Lisha continue et lui confirme les talents de Luo Meina. C'est parfait, les 2 autres ont bien un lien avec Luo Meina. À l'arrière, le public de parents d'élèves s'était mué en adorateur de cet excellent parent, lequel éveillait son enfant à une telle artiste. Lisha lui dit que toutes les 3 ont étudié le piano en même temps quand elles étaient en seconde. Excellent, qu'elles jettent un œil à leur historique en école de musique et surtout à leurs potentiels concurrents. Puisque le motif du démembreur est la revanche, il est évident qu'il ne s'agit pas d'attaque au hasard. Il est désormais presque certain que cette affaire tourne autour du piano. Par contre, à l'instar des 2 premières victimes, Luo Meina ne semble connaître ni Gao Tian ni Yuan Lili. Bien que rien ne semble relier les pianistes en dehors de l'instrument, il faut trouver le lien entre l'agresseur et les agressés. Désormais, il va falloir déterminer si les victimes ont eu la malchance de tomber l'une après l'autre sur le démembreur, ou bien s'il opère selon un ordre précis. Zhao se rappelle des mots de la pianiste
pianiste plutôt. Il y a 17 ans, elle a participé au concours de cette école, mais le nombre de prodiges ne lui a guère permis de se classer proche du sommet. La voilà, la clé de voûte de cette affaire. Le coupable est elle-même maître pianiste. Cependant, elle a été surclassée par le génie de ses 3 victimes, et de sa frustration est née une rancœur sans pareil. Puisque le concours de piano permet de radicalement changer la vie de quiconque se classe parmi les meilleurs, il y a des chances qu'un bon classement fût une nécessité pour elle. Une sorte d'ascenseur social en somme. Le petit concert terminé, le représentant de l'établissement comptait bien enfin faire débuter cette rencontre parent-professeur. Cependant, celui-ci ne supportait pas le brouhaha de Jiao, et pire encore, il ose l'interrompre. Lisha trouve enfin la pièce manquante du puzzle pour relier les pianistes entre elles. Les 3 victimes ont tout atteint le 10e échelon de maîtrise du piano, certes à des âges différents mais particulièrement jeunes tout de même. Il faut savoir que celui-ci permet à toute jeune fille de seconde de Chine de participer au concours de piano du lycée Chengjinglun. Enfin, de ce qu'elle peut voir, elles ont toutes participé au 10e concours il y a 11 ans. De ce qu'elle peut voir, il ne peut y avoir que 6 finalistes par édition, et les 3 victimes du démembreur se sont tissées 4e, 5e et 6e. Bien! C'est bon ça, Lisha! En plus, comble de sa fortune, le concours est tenu par le lycée de Jiaoqing. Lisha termine et lui dit que le concours est tenu dans le second auditorium du lycée. Pardon? Ça veut dire que le cœur de cette affaire s'est déroulé en ces lieux. Le délégué à l'organisation des rencontres parents-prof interpelle furieux Jiao et lui demande de baisser le volume. Lui passant la main par-dessus l'épaule, Jiao lui demande s'il aurait la liste des participants du 10e tournoi de piano de cet établissement. Pardon? Elle est dans cette foutue liste. Dans les archives du lycée, l'un des gestionnaires supplie l'officier d'oublier cette affaire. Son collègue enchaîne et lui dit que c'était il y a une éternité. Il n'y a pas grand intérêt à garder tel document. Il est plus que probable qu'il s'en soit débarrassé il y a des lustres. Fratelli, il est pas pressé, ils peuvent gentiment continuer de chercher. Et puis, ce n'est pas comme s'il les laissait faire tout le travail seul. En larmes, les 2 gestionnaires avaient envie de faire un badminton avec du C4. Mais dans le même temps, le téléphone de Jiao s'est mis une nouvelle fois à sonner. Lisha lui dit qu'elle a mis la main sur le classement final du concours. Parfait, il n'a plus une seconde à perdre ici. En dehors du domicile de Jiao Shan, les pianistes ayant fini 10e il y a déjà un peu plus d'une décennie, celle-ci leur dit que la compétition est plus que prestigieuse. Les représentants gouvernementaux de la province pékinoise, ainsi que le maire lui-même, assistent en personne à l'entièreté du concours. Et puis, il y a gros à y gagner. Les 3 premières peuvent tout intégrer les plus grandes écoles musicales du pays. Enfin, de la 4e à la 6e place, les jeunes pianistes doivent se contenter de places de choix dans des universités ordinaires. Les participantes sont traitées au même titre qu'un lycéen ordinaire. Lisha la remercie, mais Jiao lui reste en retrait. En tout cas, cela vient renforcer la piste de l'ascenseur social. Lisha ne cachait aucunement sa frustration. Des 10 premières à l'examen, elle était supposée être la plus suspicieuse. Mais elle est enceinte et n'aurait jamais pu faire ne serait-ce qu'un millième de ce qu'a fait le démembreur pour attaquer Luomeina. Jiao restait silencieux à ses dires. Les yeux rivés sur son fion. Elle se retourne vers son collègue et lui demande s'il serait possible que son nom ne soit pas présent sur le classement final. Excellente idée! Sur ce, il va le laisser s'occuper d'essayer de retrouver la liste des participantes originales. Versant une larme de peine, elle lui demande s'il fait exprès pour se moquer d'elle. Mais pourquoi va-t-elle s'imaginer tout ça? Il va gracieusement se servir de son précieux travail pour coffrer le démembreur. L'inspectrice Lisha remarque enfin que le Yu-Jiao qu'elle connaît depuis si longtemps est comme... changé. Celui-ci lui dit qu'il se pourrait qu'il fût un criminel avant de se réincarner en tant que détective. Il ne s'est juste pas encore adapté à sa nouvelle identité de flic. Sa belle collègue ne prétend guère attention à ses inepties et lui fait remarquer qu'il a des cernes plus profondes que la crise économique du Venezuela. Il faut qu'il aille se reposer immédiatement. Il n'a presque pas dormi ces 3 derniers jours. Un esprit sain dans un corps sain. Pas l'inverse. Qu'importe, s'il veut résoudre cette affaire, il ne peut se permettre de se ruiner la santé. Et surtout, il semble être sur la bonne voie. Cette affaire de démembreur est sans aucun doute liée à ce concours de piano. Joe reste un temps muet face aux conseils et aux inquiétudes de son assistante. Confrontation terminée. Taux de complétion de 88%. A obtenu un passe-partout. Peut ouvrir n'importe quelle porte, y compris celle avec un digicode. Le détective est quelque peu surpris de voir un taux de complétion aussi haut. En tout cas, cela ne peut que signifier qu'elle à la rencontre parent-prof était la bonne décision. Il va se rentrer et activer le système une fois de plus pour confirmer cette hypothèse. Bon, il va faire comme elle dit. Qu'elle fasse de même, ils se verront au bureau demain. Lisha le salue le sourire aux lèvres. Mais l'esprit de Jiao n'est toutefois guère prône au repos. Si le démembreur suit le pattern de l'an passé, soit une deuxième attaque 3 jours après la précédente, cela voudrait dire qu'il y aura une 4e victime demain même. Il doit à tout prix lui mettre la main dessus avant que l'heure fatidique ne sonne. À la prochaine, Lisha. Au domicile de Jiao, à 5h du matin, l'on tambouriné sur la porte. De l'autre côté, Jiaoqing hurlait comme une furie à Jiao de lui ouvrir. Elle a entendu tout ça à l'instant, elle sait qu'il est là. Jiao ne mit guère longtemps à connecter les fils. À la rencontre parent-prof, il a forcé le délégué à coopérer pour l'enquête. Mais il a complètement oublié de rencontrer les profs de la petite. Alors qu'il sort à toute vitesse du lit, Jiaoqing lui braille que puisqu'il ne veut pas l'ouvrir, elle va rentrer de force. Ayant mis son double des clés dans la serrure, Jiao n'a guère de temps pour se planquer. La serrure ayant fini de tourner, elle va rentrer aux grandes dames de Jiao. La porte s'ouvrant, celle-ci révèle un appartement vide de toute présence. Plus qu'à savoir où est-ce qu'il se cache. Avançant peu à peu au cœur de l'appartement désert, Jiaoqing longea le lit avant de se diriger vers ce dernier. Se penchant au sol, elle lève le drap confiante quand est-ce qu'elle trouvera derrière. Eh ben, il est même pas sous le lit. Bon sang, où est-ce qu'il a pu filer? Ouvrant la porte du balcon, elle constate qu'il n'est pas là non plus. Elle va le trouver, cet enfoiré, qu'il l'attende. Sur le balcon voisin, certains individus regardaient si la folle dingue était partie. Jiao sauta en direction de son balcon. Il avait presque oublié qu'elle est la fille du proprio. Mais celui-ci constate qu'elle avait verrouillé la porte de l'intérieur. Bordel, il va quand même pas claquer son passe-partout ici. Comment est-il supposé rentrer?
rentrer maintenant. Hé, il peut toujours essayer de passer par chez les voisines. Il se rappelle quand le proprio lui a donné les clés. Il lui a parlé des appartements voisins. Ils sont tous occupés par 4 magnifiques jeunes femmes. Et pour celui-ci, il sait que celle qui l'habite travaille de nuit. Bon, ce n'est pas comme s'il n'était pas habitué à ça. Et puis il n'est pas encore 6h du mat. Impossible qu'elle soit déjà rentrée. Comme il s'en doutait, il n'y a pas un chat. Avançant sereinement, il ne fallut guère longtemps pour que la locataire se révèle à lui. Alors face à face, l'inspecteur est foutu. Rompant le silence de l'appartement, la jeune femme se mit à crier face à la surprise de voir un intrus chez elle. Mais Zhao lui mit la main sur la bouche pour étouffer les cris. Alors qu'une porte voisine s'ouvre, il sait qu'il ne va pas pouvoir justifier cette intrusion. Monsieur l'inspecteur, est-ce vraiment vous? La jeune femme prit sa main et lui demande langoureusement s'il se rappelle d'elle. Il l'a sauvée de l'électriseur. Zhao s'en rappelle en effet. Il lui explique qu'il habite l'appartement d'à côté, mais il s'est verrouillé comme un idiot sur le balcon. Du coup, il s'est dit que comme il ne semblait y avoir personne ici, il pourrait rentrer, sortir discretos. Mais bon, il s'attendait pas à tomber sur elle. Allumant une cigarette, elle lui dit qu'en général, elle travaille bien à cette heure. Du moins, ça aurait été le cas si cette sordide affaire n'avait pas laissé un voile sombre d'angoisse autour de son cœur. Elle souhaite se reposer un peu, le temps d'oublier tout ça. Mais il y a quelque chose qui la trouble depuis lors. Comment a-t-il su que l'électriseur passerait à l'action sur elle? Instinct de policier ou... Il n'y avait pas plus belle femme qu'elle au My Bar ce soir-là. Peut-être l'électriseur aussi s'est apprécié, élégance prestant ses beautés. Elle en rigole doucement avant de jeter Zhao sur le lit. Il n'y a pas à dire, monsieur l'inspecteur Zhao est des plus inspirés quand il s'agit d'être romantique. Sa colocataire ne sera pas de retour avant la fin d'après-midi. C'est une opportunité à saisir. Alors pourquoi ne passerait-il pas quelques moments intimes ensemble? Bien que le détective est prêt à passer du bon temps en bonne compagnie, le téléphone de la beauté reçut une notification. Le regard de Zhao tourné vers le téléphone remarque le fond d'écran, lequel cette même beauté, plus jeune, joue du piano. Cette photo, Mei, prête à passer à l'action, est surprise par l'intérêt que porte Zhao à cette vieille photo. Elle lui dit qu'elle date de son temps au lycée. Attrapant sa taille, Zhao lui demande si elle sait jouer du piano. Plaquant sur le matelas le détective, lequel n'oppose guère résistance, Mei récupère son téléphone et lui demande si l'imaginer pianiste lui est difficile. Elle continue et lui explique que sa mère l'a forcé à apprendre à jouer dès qu'elle lui a appris à parler. Elle a atteint le 10e échelon puis l'attend pour participer au concours du lycée de Shenjinglen. Se retournant au-dessus de la jeune femme, Zhao lui demande auquel elle a participé. Elle lui répond qu'il s'agissait du 10e. Y a-t-il un problème? Zhao jouissait une fois de plus des grâces de Dame Fortune. Il lui demande si elle connaît Gao Tian, Yuan Lili ou encore Luo Meina. Elles ont fini classées 4e, 5e et 6e cette année-là. Mei pose délicatement son doigt sur ses lèvres et lui répond que non. Il lui parle des finalistes, alors qu'elle ne fut pas capable ne serait-ce que de finir dans le top 20. Elle interpelle Zhao une fois de plus et lui demande doucement pourquoi il lui fait part de son travail. Alors comme ça, elle est au courant quant à l'affaire du démembreur. Surprise, Mei sort de son acte et lui demande de répéter. Parle-t-il réellement de cette sordide affaire? Zhao lui dit que toutes les victimes ayant perdu leur main droite ont participé à ce 10e et même concours. La belle femme s'amuse d'inquiétude avant de se jeter dans les bras de Zhao en lui demandant si elle fait aussi partie des cibles du démembreur. Zhao la réconforte et lui dit que jusqu'alors, toutes ses proies ont atteint les 6 premières places. Qu'elle lui dise si elle se rappelle de quoi que ce soit d'inhabituel vis-à-vis de cette édition. Qu'importe ce que cela puisse être, il a besoin de plus d'informations possibles pour mettre la main sur le démembreur. Terrorisée, elle lui dit qu'il y a bel et bien quelque chose de sordide qui s'est produit cette année-là. Une enfant prodige. Lisha lui répond que c'est bien le cas. Lida n'était ni plus ni moins qu'une enfant prodige du comté pékinois avant de participer à la compétition. Pour dire, elle était déjà au 10e échelon à l'âge de 12 ans. À l'origine, elle était sans aucun doute possible la grande favorite pour remporter cette édition, mais elle a dû se retirer quelques jours à peine avant la finale. Est-ce qu'il pourrait y avoir une affaire de corruption derrière tout ça? Zhao lui dit le sourire aux lèvres qu'il a cru comprendre que la famille de Lida n'est pas des plus fortunés. En réalité, ils ont toujours vécu dans une terrible précarité, si bien qu'ils ont dû vendre leur domicile pour permettre à leur fille de poursuivre ses études de piano. C'était là sa seule chance de se sortir elle et sa famille de la misère. De fait, elle ne se serait pas retirée aussi simplement. Quiconque peut attendre le top 3 verra sa vie drastiquement changer pour le meilleur. Quelque chose a dû se produire lors de la compétition. Lisha reprend la parole et demande à Zhao ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Il n'y a aucune trace de Lidan ni de sa famille dans une quelconque base de données à leur disposition. C'est comme si sa famille s'était évaporée de nulle part. Zhao ne prête guère attention à ses inquiétudes et lui demande s'il y a bien quelqu'un qui protège Li Xinhua. Ayant fini 2e au concours, il est plus que probable qu'elle soit la prochaine cible du démembreur. Elle lui répond qu'elle a fait déplacer une équipe pour assurer sa sécurité. Mais est-il réellement certain que le démembreur va passer à l'action aujourd'hui? Zhao lui répond que ce n'est pas le plus important, qu'elle s'occupe de prévenir la brigade de protection de la famille en charge d'enquêter sur les disparitions mystérieuses. Qui sait, ils seront peut-être capables de nous trouver notre cher Lidan. Lisha lui demande s'il parle de Zhang Feng. Lui demander de l'aide risque bien de faire mal à son portefeuille. Marquant une pause, Zhao lui demande pourquoi. Elle lui répond qu'il est de ce genre de personne à travailler uniquement s'il a quelque chose à y gagner. Tout le monde, que ce soit de la brigade criminelle ou autre, vrille complètement à chaque fois qu'ils ont affaire à lui. C'est arrivé à un point où tout le monde s'est mis à l'appeler Picsou dans son dos. Intéressant. Ils vont y aller sur le champ. Il va lui montrer comment l'on fait fermer son bec au vieux canard. Yo Zhao, comment va? Qu'est-ce qui t'amène nous voir? Il va s'amuser un peu avec ces cons. Zhang Feng lui demande s'il est ici pour une partie de billard. Lisha lui rétorque qu'il sait très bien qu'ils ne sont pas là pour ça. Zhao a déjà eu affaire une fois avec ce type au téléphone. Quand il lui a demandé de faire la moindre petite recherche, il a feint être malade pour n'avoir rien à faire. Zhao lui demande froidement de lui donner les infos qu'il a besoin à propos du démembreur, à moins qu'il ne veuille flinguer sa bonne humeur.
Mais Zhang Feng lui demande pourquoi ils sont aussi pressés. Ce n'est pas comme s'ils ont la moindre piste sur le démembreur. Il leur est impossible de prédire quand est-ce qu'il repassera à l'acte. Les moqueries pleuvaient devant la placitude de Zhao et la colère montante de Li Sha. Ce n'est pas comme si c'est leur famille qui sont ciblées. Aucun respect de leur temps libre à eux. Encore une belle brochette de Golemont. Cependant, Zhao se laissa tranquillement inviter à une partie de billard. Il demande à Zhang Feng combien il doit mettre sur la table. Mais c'est que ce très cher inspecteur est un expert. Eh bien, puisqu'ils ont l'habitude de jouer gros, pourquoi pas 50 balles la boule? Et combien il a de coups? Eh bien, autant qu'il le souhaite. Ah, tout se déroule comme prévu. Brisant la queue de billard que Zhang Feng lui confia, il propose 50. À la deuxième, une centaine. Que après que, il ne fallut guère longtemps pour que l'une des racailles de la brigade de recherche des disparus l'attrape par le col, lui demande s'il veut qu'on l'enterre ici même. Lui lâchant sa plus belle torgnole, Zhao lui dit de foutre le camp avec son haleine de smogo. D'un coup de pied, le détective brisa littéralement les burnes de la victime en le projetant en arrière. C'est ça l'enfoiré. Pour qui il se prend, hein? Oh les gars, enclumez-lui sa grosse daronne. Zhao était de retour aux côtés de sa charmante assistante à laquelle il demande de rester sagement ici. Comment dire? Ça fait un bon moment qu'il ne s'est pas amusé un peu. Sans effort, le premier coup de poing partit, suivi du deuxième, du troisième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ces pauvres raclures. Ça ravive de vieux souvenirs. Zhao se retourne vers celui qui a initié toute cette affaire, l'incorps intact Zhang Feng. Celui-ci lui dit qu'il rigolait, hein? Juste une petite vanne comme une autre, hein? Il va pas le taper, hein? Passant son coude par-dessus son épaule, Zhao lui dit qu'il a une petite requête à lui formuler. Il lui paiera même sa tournée s'il peut lui venir en aide. Zhang Feng lui dit que ça sera pas nécessaire. S'entraider entre services, c'est la base dans la police. Quelques heures plus tard, au beau milieu d'une sinistre ruelle, Li Sha confirme à Zhao que ça devrait être ici. Zhao se rappelle de son investigation plus tôt avec Zhang Feng. Celui-ci lui dit que tout le monde tombe malade à un moment ou un autre. Qu'importe que l'on change de nom ou que l'on essaye de disparaître, le dossier médical d'un individu reste le même à vie. D'après ce qu'il peut voir, il y a 9 ans, le père de Li Dan a subi une attaque cardiaque qui lui aura valu quelques allers-retours à l'hôpital central de Pékin. Également, en mai dernier, sa mère a été hospitalisée à cause d'une tumeur. Li Sha remarque qu'ils n'ont jamais quitté la capitale. Zhang Feng le lui confirme et peut même leur donner la dernière adresse répertoriée. Après, qu'ils gardent à l'esprit que rien ne les empêche d'avoir communiqué une fausse adresse. N'empêche, Zhao constate que cet endroit est à une centaine de mètres à peine du lieu où a été démembrée la troisième victime. En tout cas, ce n'est pas étonnant que personne du bureau B n'ait pu connecter tous les points entre eux. En plus de chercher essentiellement un homme, il s'agit vraisemblablement d'une femme, laquelle ne figure que sur la liste initiale des participants du concours. Pire encore, son adresse est pratiquement intraçable. Non seulement pour suivre cette piste et, pour ainsi dire, presque mission impossible, mais simplement la trouver relève d'un alignement parfait des astres. Si elle s'avère être la bonne, c'est un miracle qu'il ait pu mettre la main sur le démembreur. Une fois après avoir toqué à la porte, il ne fallut que quelques longues secondes pour que celle-ci s'ouvre. Enfin va se révéler le visage de celle qui tourmente Pékin depuis déjà 1 an. Mais c'est une femme d'un certain âge qui ouvre la porte, l'air terrorisé à nous deux inspecteurs. Li Sha lui montre sa carte de membre de la crime et lui demande si Li Dan réside ici. Alors qu'elle sert le thé à ses invités, Zhao lui demande si sa fille a déjà joué du piano par le passé. Celle-ci lui répond que le piano est un grand tabou de leur famille. Elles n'en ont jamais reparlé depuis le décès de son époux. Li Sha lui demande si quelque chose de grave s'est produit. Dan Dan, comme elle appelle affectueusement sa fille, fut une enfant prodige, un véritable rayon de soleil sur leur famille. Par le passé, elle a gagné prix après prix dans des tournois de piano d'envergure régionale et nationale. Il y a 11 ans, elle a fini 3e du tournoi préliminaire à la ronde finale se tenant à l'auditorium du lycée Cheng Jinglen. Par chance, seules les 3 premières étaient retenues. Peu avant la finale, il fallut pour Li Dan choisir et confirmer la composition qu'elle devait interpréter. Puisqu'elle ne sentait pas qu'il y avait un grand écart entre elle et celles qui ont fini 1re et 2e, Li Dan fit le choix d'interpréter la 5e symphonie de Beethoven. C'est une composition plus que difficile, ce malgré le haut niveau de la compétition. Quand bien même son interprétation risquait de ne pas être parfaite, elle s'imaginait pouvoir creuser l'écart avec ses 2 rivales et les autres participantes. Les sponsors s'étaient arrangés pour que chacune des candidates puisse avoir une journée d'entraînement la veille de la ronde finale. Dan Dan s'est entraînée jusqu'au dernier moment. Même quand tout le monde était parti, elle seule continuait avec pour espoir sa victoire. Mais encore aujourd'hui, elle ne se rappelle que trop bien des horrifiques cris de douleur de sa fille. Autant le piano que le sol baigné dans le sang. Son annulaire droit avait été sectionné par une lame. Une fois aux urgences, le chirurgien le révéla les dessous de ses hurlements. Son doigt avait été coupé net par une lame de cutter placée dans le piano. D'après lui, bien que le tendon ait été sectionné, l'articulation semblait intacte. Il n'avait qu'à ramener de toute urgence les 2 phalanges manquantes et il y avait un espoir qu'elle puisse retrouver l'usage de son doigt. Pour un enfant qui a vu le piano comme seule histoire de sa vie, un doigt amputé revient à une condamnation à mort. Son père s'est rué vers l'auditorium en quête du doigt, et à peine fut-il arrivé que la tragique scène avait été nettoyée du sang et de l'annulaire droit de Dan Dan. Les sponsors ont fait en sorte d'étouffer l'affaire pour ne pas entacher la réputation du tournoi. D'après eux, il fallait à tout prix que les autres candidates ne prennent pas peur et puissent continuer leur participation. Il fallait que cette foutue compétition continue, et ce fut au prix de l'annulaire de Dan Dan. Malgré l'intervention de la police, ceux-ci ne trouvaient rien, pas la moindre piste à l'exception de la lame cachée entre les touches du piano. Touche particulièrement utilisée pour la 5e symphonie. Peu après,
après, l'affaire fut close. Ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais fait le moindre effort pour trouver qui est le jaloux qui voulait voir Dan Dan abdiquer. Jamais rien. Quand bien même elle a pu guérir avec le temps grâce à des séances de physiothérapie, Dan Dan n'a jamais pu poser de nouveau son regard sur un piano sans trembler de peur. La douleur physique a déjà dû être un supplice à elle seule. Mais peuvent-ils imaginer la douleur psychologique qu'a ressentie sa fille? Son père souffrait de troubles cardiaques et ce déjà à l'époque. Cette tragédie l'a fait rechuter, son état n'a fait qu'empirer. Après des va-et-vient aux urgences, il les a quittés seulement 2 ans après la tragédie de sa fille. La tragédie, ils entendent? Joe restait silencieux, déçu du sordide récit de la mère de Lidan. Bien qu'il est quelque peu affecté par cette histoire, il se doit de concéder que tout porte à croire Lidan coupable. Le problème pour l'heure, c'est qu'il manque de preuves pour affirmer ou infirmer cette piste. Le regard de Jao se détourne vers une porte cadenassée. Il demande à qui est la chambre derrière. La mère de Lidan lui dit que c'est celle de sa fille. Elle est partie travailler. Elle lui répond que oui, elle suit une troupe de théâtre partie faire un spectacle au village de Gubei. Elle ne sera pas de retour avant quelques jours au moins. Alors elle fait du théâtre. Le type de film qu'a appliqué le démembreur pour son 3e coup est souvent utilisé dans ce milieu professionnel. Après un long silence pensif, Joe reprit la parole et explique à la mère de Lidan que sa fille est impliquée dans une affaire. Enfin, pour être plus précis, elle est suspectée comme potentielle future victime. Affligée par une telle révélation, sa mère lui demande de quoi il parle. De son côté, Lisha n'avait pas la moindre idée de ce que Joe est en train de manigancer. Usant de son passe-partout, Joe crochette tranquillement le cadenas, tout en expliquant à la mère de Lidan que leur intervention a pour but la sécurité de sa fille. Mais Dan Dan n'apprécie pas que l'on se rende dans sa chambre. Joe insiste et lui dit qu'ils ont besoin de s'assurer qu'elle n'est pas en possession de quoi que ce soit qui pourrait la mettre en danger. Et puis qu'elle ne s'inquiète pas, ils sont de vrais pros, jamais personne ne remarquera leur passage. Mettant un pied à travers la porte, la mort même attendait quiconque pénètre ces lieux. Lisha hurla de terreur, contrairement à la placitude de Jao. Terrorisée, elle se jette dans les bras de son très cher détective. Oui, bah c'est juste un squelette quoi. Quoique... c'est surtout une maquette grandeur nature du corps humain. Rassurant son assistante comme il peut, celle-ci lui demande s'il n'y a vraiment rien. Qu'elle jette un coup d'œil d'elle-même si elle ne le croit pas. À peine retournée, qu'elle hurla de plus belle et se jeta au cou de Jao. Allumant la lumière, la mère de Lidan demande à l'inspectrice si elle a vraiment eu peur. Cela dit, Jao n'a pas de temps à perdre et remarque immédiatement 2 livres de la bibliothèque de Lidan. 2 épais volumes universitaires portant respectivement sur les anesthésiants et les dissections. Il demande à la mère de la suspecte si sa fille a déjà étudié la médecine par le passé. Alors que Lisha se remet d'une telle frousse, la mère de Lidan lui répond que non, jamais. En revanche, elle a eu travaillé dans une clinique vétérinaire. Les anesthésiants retrouvés dans le sang de Lomeina et des 2 autres victimes sont communément utilisés par les vétérinaires. L'évidence devient accablante et Jao le sait pertinemment. Et puis cette chambre dégage une atmosphère pesante d'étrangeté. Pourquoi n'y a-t-il pas la moindre table? Inquiète pour sa fille, la mère de Lidan demande à Lisha ce qu'ils peuvent bien chercher. Mais celle-ci se veut rassurante et lui dit que ce n'est rien de grave, juste quelque chose qui pourra attester de sa mise en danger. Elle ponctue et lui dit que s'il trouve quoi que ce soit, il fera en sorte de déplacer une équipe pour la mettre en sécurité. À l'arrière, Jao trouva enfin ce qui pouvait faire office de table. Après avoir soulevé le lit, refermant subitement le coffre du lit, il confirme aux 2 femmes que c'est trouvé. Votre fille est en possession d'objets qui vont être d'une importance capitale pour mettre la main sur leur homme. Elle apprécierait qu'elle puisse les attendre, lui et Lisha, dans le salon le temps qu'ils puissent prendre les photos nécessaires à l'enquête. Avant de quitter la sinistre chambre, elle demande à l'inspecteur Jao si ça veut dire que sa fille est en danger. Pas d'inquiétude, comme Lisha le lui a dit, ils vont déplacer une équipe. Une fois la porte fermée, Lisha lui demande en poussant un soupir pourquoi il avait besoin de lui mentir de la sorte. Mais à peine eut-elle le temps de rouvrir les yeux qu'elle retint un cri d'épouvante. Dans le coffre se trouvait tout l'arsenal du démembreur. Et comme Jao l'avait pressenti et vu plus tôt, les 3 mains des victimes trônaient intactes dans des jarres de formaldéhyde. Éventuellement, Lisha se reprit et fait remarquer à Jao qu'il est réellement formidable. Comment a-t-il pu deviner qu'il y avait quelque chose d'anormal avec la chambre de Lidan? C'était déjà suffisamment bizarre de cadenasser une chambre, mais plus étrange encore, pourquoi verrouiller un endroit parfaitement vide de toute conspiration? Et puis, si elle se demande encore à propos du motif, Lidan s'est blessé à la main droite de cette affreuse collection. Également, vis-à-vis des passages à l'acte du démembreur, celui-ci a commencé ses affaires l'an passé après une longue et pénible planification. Mais qu'elle n'oublie pas ce que Zhang Feng leur a révélé. Sa mère a été hospitalisée à cause d'une tumeur en mai dernier, étant ainsi un frein aux agissements de Lidan. Au bout de 9 mois de chimio, elle put reprendre et réorganiser ses prochaines attaques. Si toutes les considérations accablaient l'ancienne pianiste, tout ce qui leur manquait étaient les preuves, lesquelles sont sous leurs yeux. Le dessus du coffre utilisé par Lidan comme un tableau de liège révélait ses dessins passés, détaillés de manière erratique. Cela dit, le summum de cette découverte, c'est bel et bien qu'ils ont sous les yeux le modus operandi du démembreur. Le 24 de ce même mois l'an passé, Lidan est allée assister au même concert que Gao Tian au Knapp et l'a suivi une fois terminé. Après l'avoir assommé, elle a traîné jusqu'à l'une des chambres électriques et a pris tout le temps dont elle avait besoin pour la démembrer. Elle a ensuite placé la main dans une jarre de formaldéhyde pour assurer sa conservation et l'a cachée dans un conduit d'aération de l'avenue. Pour la seconde victime, mais il n'a pas expliqué comment elle a récupéré la main. Chaque chose en son temps. Le même jour, elle prit la direction du toit du bâtiment opposé à celui de Yuan Lily, sur lequel elle est restée jusqu'à la nuit du 25.
Elle s'est servie de l'échelle pour se rendre sur l'autre toit, puis, descendant grâce à une corde, Lee Dan put s'infiltrer dans le bâtiment sans la moindre trace par le balcon. Et pour la clé, de ce qu'ils peuvent voir sur le coffre, bien que la chronologie reste floue, elle s'est forgé une clé au beau milieu de ses machinations, en plus d'avoir placé un mouchard dans le domicile de la victime. Ainsi, elle pouvait savoir à tout moment quand Yuan Lily était seule. Lee Dan a eu ainsi tout le loisir d'opérer avec grande discrétion. Une fois la main coupée, elle resta cachée sous le plancher pendant 48 heures. Pour être sûre de ne laisser aucune trace, elle alla jusqu'à s'équiper d'un urinoir portatif. Enfin, elle avait tout le loisir pour mettre en marche ses préparations pour son 3e coup en 9 jours. Du moins si ce n'avait pas été pour la maladie de sa mère. Quant à la main de la première victime, Lee Dan alla récupérer la jarre que 2 mois plus tard, quand l'affaire eut le temps de s'évanouir un tant soit peu. Pour éviter d'attirer les soupçons, elle se déguisa de sorte à se confondre avec les travailleurs. Elle resta ensuite cachée dans le même conduit pendant plus de 24 heures, sortie à la débauche des ouvriers le lendemain. Lisha est sidérée d'un tel niveau de détermination et de haine envers les victimes. Et puis, il n'y a qu'une seule personne qui manigança contre elle du temps du concours du lycée Changjinglun. Est-ce que son but est de s'en prendre à toutes les participantes pour assurer sa vengeance? Zhao restait silencieux avant de remarquer une anomalie sur le coffre. Un pistolet à eau. Et pourquoi y a-t-il un trou au pied de cette tombe? L'assistante fait remarquer à Zhao une photo de Xiao Jiaying. D'après ce qu'elle peut lire, c'est une serial entrepreneur qui a immigré en Australie. Pourtant, elle n'est pas sur la liste des participantes du concours, alors pourquoi y a-t-il autant d'informations sur elle? Xiao Jiaying. Attends, la 3e du concours, Xiao Lulu, c'est elle. Elle arrive de Canberra sur Pékin à 15h. Zhao s'empresse de sortir son téléphone, lequel révèle 16h15. Et merde! Sortant comme une furie, il hurle à Lisha qu'il va retrouver Lee Dan. Qu'elle reste ici et prenne des photos des preuves avant de foncer au bureau pour déplacer des renforts. D'une simple recherche, elle lui confirme que Xiao Jiaying est bel et bien Xiao Lulu. Elle a changé de nom. Elle a été choisie par le Conservatoire Central de Musique pour étudier à l'étranger. Mais pourquoi aurait-elle quitté Canberra? Zhao lui explique que la sépulture en photo est celle de son père. Lee Dan y a creusé un trou et a forgé des documents officiels pour la faire venir sur Pékin. Lisha n'en revient pas, mais Zhao n'a guère de temps à perdre et met le pied sur l'accélérateur en lui hurlant que Xiao Jiaying a déjà atterri sur le sol chinois il y a plus d'1 heure. Ils n'ont pas une seconde à perdre. Mais Lisha lui demande où est-ce qu'il va pour qu'il lui amène des renforts. À l'aéroport, avec un peu de chance, elle sera coincée dans les formalités. Cimetière central de Pékin. Xiao Jiaying se tenait en silence devant la tombe vandalisée de son père. Alors qu'à l'arrière, le va-et-vient d'une hache se faisait aussi haletant que discret. On appelle avec Zhao, Lisha lui dit qu'elle n'arrive pas à localiser le téléphone de Lee Dan. Zhao lui dit que ce n'est pas grave, ils n'ont qu'à réfléchir à l'envers et chercher Xiao Jiaying. Lisha lui dit qu'elle a besoin de temps. Pilant comme un tard dans son feu rouge, Zhao réfléchit comme il peut à quand et où Lee Dan a bien prévu de démembrer sa victime. Une seconde, c'est évident. Si Xiao Jiaying est venue toute urgence de Canberra, où est-ce qu'elle se rendrait en premier? Aucun doute permis, elle est déjà au cimetière central. Il n'y a presque aucune caméra de surveillance là-bas, ça en fait l'endroit parfait pour accomplir ses méfaits. Zhao avait remis les gaz en plein feu rouge. Le jeune enfant accompagnant sa grand-mère lui fait remarquer que le monsieur a grillé le feu rouge. Oui, la police l'attrapera. Au cimetière central, Xiao Jiaying gisait inconsciente au sol. Lee Dan leva sa hache et stop! Celle-ci se retourne avant de prendre la fuite pourchassée par Zhao. Filant à toute allure à travers les allées de la métropole, Zhao, bien qu'essoufflé, avait bel et bien réussi à coincer Lee Dan. Elle court bien, mais il l'a niqué. Allez, les menottes t'attendent. Enfin, si ça t'amuse de courir, tu peux toujours essayer de grimper les murs. Restant silencieuse un instant, Lee Dan se retourne, le pistolet à eau en main et tire sur Zhao. Celui-ci se prenant une aiguille dans l'épaule a bien compris ce qu'est réellement ce pistolet. C'est un projecteur hypodermique pour endormir les animaux. Sous le regard de plus en plus trouble de Zhao, Lee Dan rebroussa chemin et s'enfuit avant que celui-ci ne s'effondre parfaitement inconscient au sol. Après un laps de temps plus que flou, il se mit à entendre des voix autour de lui. Est-ce qu'il va bien? Qu'elle ne s'inquiète pas, il s'est évanoui après avoir reçu une dose d'anesthésiant à effet rapide. Il va se réveiller d'ici quelques minutes. C'est... Lisha? Mais avec qui parle-t-elle? Ouvrant les yeux, Zhao posa son regard sur la belle Wang Fei, le médecin légiste de la crime. Bordel! Lee Dan, où est-elle? Alors qu'il se relève brusquement, Wang Fei demande au détective de ne pas se relever aussi vite. Les effets de l'anesthésiant ne sont pas encore dissipés. Titubant, Zhao avait des difficultés à rester conscient et s'effondra en plein sur la poitrine de Wang Fei avant de tomber au sol sous le regard plus que douteux de Lisha. La légiste était presque amusée d'un tel scénario alors que Lisha demande à Zhao ce qu'il fabrique. Mais qu'il se relève enfin! Le regard désormais clair de Zhao se posa sur la belle femme, laquelle lui tend sa main. L'apprenant, il l'aida à se relever avant qu'une fois debout, elle n'attrape elle-même le fameux voyou du groupe A de la crime dont on lui a tant parlé. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit lui. Zhao lui dit placidement qu'il est désolé de ce qu'il vient de se passer. Mais subitement, il est pris d'une réalisation. Comment va Xiao Jiaying? Est-ce que Lee Dan est passé à l'acte? Elle va bien. Li Changul, l'inspecteur divisionnaire du groupe A, lui demande pourquoi il ne leur a pas dévoilé la piste sur laquelle il bossait. Ça va être mission impossible de mettre la main sur le démembreur si elle fuit la ville maintenant. À l'arrière, Qiuping ordonne au groupe B de mettre la PJ, la municipale et la gendarmerie sur le coup pour établir des points de contrôle sur toutes les sorties de Pékin. Li Changul continue et demande au vaurien de Zhao si c'est à cause de leur pari qu'il n'a rien dit. Mais l'inspectrice Lisha s'énerve et lui dit que ça fait juste 48 heures qu'ils sont sur cette piste. Il n'avait pas la moindre idée qu'elle s'avérerait être la bonne. Que croit-il qu'il serait arrivé à Xiao Jiaying s'il s'était trompé et avait entraîné tout le bureau avec eux? Wang Fei vient rajouter sa pierre à l'édifice et rappelle au divisionnaire que sans l'arrivée en trompe de Zhao au cimetière central, il n'aurait pas pu éviter à Xiao Jiaying son triste destin.
Ils se sont mis d'accord la dernière fois que s'il arrivait à gauler le démembreur, il paierait pour cette foutue vitrine. À l'arrière, Qiuping demande à Wang Fei de vérifier si l'anesthésiant rend pas con, juste au cas où. Li Sha demande à Zhao est-ce qu'il se rend comme ça, là où tous les autres inspecteurs de la brigade criminelle se demandaient s'il avait pas un boulon de sauter par hasard. Sous les rires continuels de ses collègues, Zhao leva sa jambe gauche devant une tombe avant de violemment fracasser la dalle. Sous les yeux plus qu'ahuris de tous ses collègues présents, celui-ci s'effondra au cœur de la sépulture. Qiuping, Li Changgu, Li Sha et toute la crime regardaient sidéré le détective qui résolut à lui seul l'affaire du démembreur, qui se bouge le fion et qui prenne une photo de lui. Les menottes passées aux mains, la crime pouvait enfin embarquer le démembreur. À l'arrière, Li Sha ne tient plus en place aux côtés d'un Zhao presque ennuyé. Elle demande à son collègue comment il a su que Li Dan se cachait ici. Il peut pas lui dire qu'il a placé le tracker secret du système en plein sur son fion. C'est simple, elle a suivi un pattern hautement contre-intuitif et risqué, mais incroyablement efficace pour tromper la crime, en restant proche de chacun des théâtres de ses méfaits, et c'est bien plus longtemps qu'elle n'en a eu besoin. Il n'a fait que supposer qu'elle ferait de même. Et comment a-t-il pu deviner précisément la tombe sous laquelle elle se cachait? Eh bien, elle sait très bien, elle. Elle est persuadée qu'il ne s'est pas vraiment évanoui et qu'il l'a vu se cacher. Ah ouais, quand même. Bravo, bravo. Vraiment impressionnant, Li Sha. En plus, il en a même joué devant les divisionnaires, sans parler de Wang Fei. Cependant, et puisque l'affaire est désormais close, le système se ralluma. Confrontation terminée. Taux de complétion de 95%. A obtenu un détecteur de mensonges invisible. Peut déterminer la véracité d'une réponse à une question en vrai ou faux. Reste actif pendant 10 minutes. Le taux de complétion est extrêmement haut, et ce grâce au tracker. Ces gadgets vont sans aucun doute lui être d'une grande utilité à l'avenir. Le lendemain matin, il était l'heure pour le système de révéler à Zhao ses divinations. Activation du système de confrontation. Sélection de vos symboles divinatoires. Du Ijen, du Izé. La foudre frappe le cœur du lac. Les finances de l'hôte ne connaîtront guère leur plus grande heure de gloire. Perturbé par un soudain afflux d'argent, incapable de différencier les 5 éléments. Zhao constate qu'il semble que la divination se réfère à la volonté de Li Dan de le rencontrer. La salle d'interrogation, plongée dans un lourd silence, s'anima par la question de Li Dan. Laquelle était-ce? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tapant de sa triste main droite sur la table, elle lui demande laquelle c'était! Laquelle a placé cette lame dans le piano? Elle ne sait même pas qui c'est, et pourtant elle était partie pour démembrer l'ensemble des mains droites de toutes les participantes du tournoi. Ils lui ont dérobé toutes ces années de pratique. Ils l'ont ruiné elle et sa famille. Elle a même perdu son père. Elles doivent toutes faire front à leur responsabilité. Ça doit être l'une des 3 qui a confessé alors qu'ils lui répondent. Croit-elle sérieusement qu'elle ne dispose d'aucun autre moyen lui permettant de remonter jusqu'à elle? Li Dan, tu as bien trop confiance en tes capacités. Aucune des 3 n'a confessé avoir placé la lame. Il a simplement découvert qu'elle a participé à la même compétition que les 3 victimes il y a 11 ans. Il n'a fait que remonter la trace qu'elle et sa famille ont laissée. Il a ainsi trouvé son domicile et toutes les preuves à charge qui s'y trouvent. Impossible! Même s'il a mené une enquête sur elle, il n'a jamais pu retrouver son domicile! Le dossier d'hospitalisation de sa mère. Et alors? Même chez elle, elle n'avait pas écrit dans quelle tombe elle se cacherait! Elle a flingué son anesthésien. Impossible. C'est impossible. Zhao détourne le regard face au malheur de Li Dan. C'est impossible. Son père avait placé tous ses espoirs en elle. Et pourtant, il n'a rien pu faire. Son père est parti, puis sa mère est tombée dans les bras du cancer. Elle n'avait plus rien à perdre. Zhao reste un temps muet, avant de se lever en direction de la sortie. Interpellant Li Dan, il lui demande si elle n'a ne serait-ce qu'une seconde pensé à sa mère avant de donner vie à sa vengeance. Après avoir perdu son mari, elle perd désormais sa seule fille. Comment est-elle supposée trouver la force de continuer de se battre? Qui va s'occuper d'elle désormais? La détresse du démembreur se confondait à la tristesse d'un sombre futur qu'elle ne saisit que trop bien. Il va se permettre de lui donner un conseil. Alors que Li Dan s'effondre en larmes, Zhao lui dit que le cœur d'un homme n'a le droit de se perdre. Et jamais, au grand jamais, la colère ne doit être le chemin qui le retrouve. Ça l'emmerde. Il ne supporte pas de savoir que la saloperie qui s'en est pris à elle puisse toujours courir les routes impunément. À peine à l'entrée des bureaux de la crime que Zhao est pointé du doigt par de la petite vermine, laquelle le désigne comme coupable. C'est lui, c'est le salaud qu'il cherche. Occupez-vous de lui, les gars. C'est vraiment pas le moment. Zhao balance à celui qui essaie de s'en prendre à lui. Li Changgu hurle à son inspecteur de ne pas s'en prendre à eux. Ils sont les représentants des marchands dont il a ravagé les stands il y a quelques jours. Ils sont là pour qu'il ait des dommages. Li Sha continue et dit embarrassé qu'ils ont même formé un collectif pour récupérer les fonds qu'il leur doit. Alors c'est ça qu'ils appellent des vendeurs? Tu parles, ce sont juste des hooligans de mes deux qui essayent de lui extorquer du pognon. Attrapant celui qui semble mener l'initiative par l'oreille, il va lui expliquer comment fonctionnent les choses ici. Primo, ils n'ont recueilli aucune signature pour leur fameuse affaire de dédommagement. Bizarre.
Deuxio, s'ils représentaient réellement le comité de marchands, ils auraient au moins pu faire une action devant la presse avant de venir ici. Tout le monde adore taper sur la police, alors pourquoi n'y ont-ils pas pensé? C'est comme s'ils avaient peur que les véritables marchands apprennent que des ordures de bas étage extorquent de l'argent en usant de leurs problèmes. Il se trouve qu'ils ont quelques cellules vides à côté pour faire passer l'ambiance et des sous-merdes comme eux de se prendre pour les bandits qu'ils ne sont pas. Mais soudain, une voix féminine interpelle plaisamment l'inspecteur Yu Zhao. Révélant une bien jolie paire, Xiao Jiaying était venue en personne offrir ni plus ni moins que 150 000 $ australiens, 100 000 USD à l'inspecteur. Elle souhaiterait qu'il accepte en guise de récompense pour l'avoir sauvé. Si elle a toujours sa main droite, c'est grâce à lui. Peut-être même pourrait-il dîner en tête-à-tête dans la soirée. Li Changgu lui braille qu'il ne peut pas accepter enfin. Zhao enlève délicatement la main de la pianiste entrepreneur de son épaule. Tout guilleré, il va refuser le dîner. Non pas qu'il ne voudrait pas, mais les bureaucrates ne le laisseront pas y aller. Cependant, pour ce qui est de l'argent, il va gentiment embêter cette très chère mademoiselle Xiao en lui demandant de remplir un formulaire 2735 SD de déclaration de dons manuels et de dons de sommes d'argent sans que l'administration ira à sa poursuite. Aucun problème pour elle. Xiao Jiaying lui confie sa carte devant la jalousie de certains collègues, bien que d'autres trouvent que cela est mérité compte tenu des risques pris par l'inspecteur Zhao. Sur ce, s'il a besoin de quoi que ce soit à l'avenir, qu'il n'hésite surtout pas à la recontacter. Qu'elle soit rassurée, il n'y manquera pas. À l'arrière, le vaurien tout à l'heure ici gentiment d'échapper à la raclée, mais malheureusement pour lui, il n'a pas échappé à la vigilance de Zhao. L'attrapant par les cheveux, il lui ordonne de répartir équitablement cette liasse auprès des vendeurs, et surtout qu'il ne laisse pas apprendre qu'ils ont gardé du pognon pour eux-mêmes. Fuyant tout à l'heure, ils lui promettent en cœur qu'ils feront en sorte que cet argent est dans les mains de ceux à qui il doit aller. Ils ne le dérangeront plus jamais. Zhao, bien que surpris d'une telle réaction, n'en est pas moins satisfait. Se retournant vers ses collègues, il leur propose d'aller célébrer la fin du démembreur de Pékin à l'Ekis. Le prospect de passer la soirée dans un établissement huppé de Pékin pour faire un karaoké avait fait jaillir les acclamations à travers les bureaux de la division A. Mais au fond, Zhao n'arrivait guère à tenir sans sourire. Remettant la main sur les résultats du concours, il tenait enfin ce dont il avait besoin pour lever le voile sur le poseur de l'âme. Après un coup de fil passé, Zhao put rattraper l'entrepreneur avant son vol retour pour Canberra. Autour d'un café, il lui fait remarquer qu'elle et les trois victimes ont toutes fini très proches. Il est peu probable que Lu Tao ou Li Xinhua, respectivement première et deuxième, aient bénéficié de la disqualification de Li Dan. Ainsi, en toute logique, celui qui a posé la lame ne peut être qu'elle, Luo Meina, Yuan Lili ou Gao Tian. Aucune des trois ne fut simplement au courant qu'il y eut un incident. Xiao Jiaying lui demande ce qu'il sous-entend par là. Simplement que si l'une des trois victimes avait témoigné vis-à-vis de cet incident, le démembreur aurait été attrapé bien plus tôt. Qu'il n'aille quand même pas lui dire qu'il la soupçonne d'avoir poussé Li Dan à agir comme elle l'a fait. Elle comptait la démembrer elle aussi. C'est elle la victime. Certainement pas Li Dan. Xiao Jiaying, est-ce que tu souhaitais voir Li Dan finir dans cet état? Celle-ci ne sut quoi répondre. Plutôt, quand il a fait mention de Li Dan comme coupable, elle n'a plus le moindre doute, comme si elle, étant le démembreur, était l'évidence même. Et ce, voit-elle alors qu'elle ne l'a pas revu de ses yeux vus depuis l'incident. Au fond, elle n'en sait rien. Enfin, elle ne devrait rien en savoir. Mais si elle sait, c'est parce qu'elle a parfaitement conscience de comment et pourquoi Li Dan a été forcé d'abdiquer une vie un tant soit peu meilleure, mettant ainsi en place les rails de sa vengeance. Tout ce qu'il dit n'est que théorie. Tout son raisonnement ne se base que sur des successions de coïncidences et de suppositions. Ah bien. Pourtant, il faut dire qu'elle avait gros, très gros à perdre si elle ne terminait pas troisième. N'est-ce pas, Xiao Lulu? Il a mené sa petite enquête sur elle, et contrairement aux règles du tournoi, elle y a participé 2 fois. Elle n'eut cette unique chance que grâce aux manigances de son père, qui lui a forgé une fausse identité accompagnée de documents vantant les prouesses et mérites d'une jeune pianiste du nom de Xiao Lulu. Elle a bien participé, mais n'a su se hisser dans le top 3 de la 9e édition. Participer à la 10e était un luxe, impensable pour elle. Des 4 participantes, elle est celle qui devait plus que tout gagner. S'il advenait qu'elle échoue encore, et que toute cette affaire de fausse identité éclate au grand jour, elle aurait passé le restant de ses jours dans le déshonneur et l'humiliation. Alors, l'arrivée d'une génie venue de nulle part, des bas-fonds de la société, c'était la goutte de trop, la variable à risque, celle qu'il fallait éliminer, à tout prix. Affligé par ces accusations, Xiao Jiaying lui demande où sont ses preuves. Il est détective, il ne peut lancer de telles accusations sans le moindre fondement. Oh, mais elle le sait tout aussi bien que lui. Sans cette lame, l'avenir de Li Dan aurait pu être similaire à son quotidien à elle. Mais aujourd'hui, son père s'est laissé vaincre par la maladie, et sa mère souffre d'un cancer, en plus de probablement être condamnée pour complicité dans l'affaire du démembreur de Pékin. Xiao Jiaying lui demande d'arrêter. A-t-il seulement la moindre idée de comment elle a vécu ces 11 dernières années? Le mal qui lui a été infligé est éternel, et en plus de cela, elle doit porter la souffrance des 3 femmes que perdent leur main droite à sa place. Elle est rongée depuis 11 ans. Tout ça restera gravé dans son cœur pour l'éternité. Ces mots emplis d'égoïsme avaient le don d'enrager le détective. Donnant un mouchoir de pitié à Xiao Jiaying, Zhao se refuse de dire le moindre mot. Celle-ci confie enfin à Zhao qu'elle est effectivement impliquée dans cette affaire. Il y a 11 ans, la veille de la finale, elle a suivi les règles imposées par le comité et retourné à sa chambre d'hôtel. Il était 3 heures de l'après-midi et la dernière session d'entraînement venait de se terminer. En début de soirée, son père lui avait dit qu'il avait oublié quelque chose à l'auditorium et qu'il serait vite de retour. Elle lui avait proposé de l'accompagner, mais
Mais celui-ci se montra ferme et lui ordonna de rester à l'hôtel. Qu'elle ne sorte surtout pas d'ici, ils prennent déjà assez de risques comme ça. Il était bien rare que son père lui parle de manière aussi rude. Cette nuit, elle ne le revit qu'à 11 h du soir. Elle se souviendra toujours de ce moment. Il ne lui adressa la parole que pour lui dire de faire une grandiose performance. La plus grandiose de toute sa vie. Elle doit performer mieux que jamais demain. Elle est la meilleure et elle se classera tout en haut. Qu'elle fasse confiance et qu'elle écoute papa. Tout va fonctionner comme prévu. Le lendemain, peu avant la cérémonie de remise des prix, elle dut se rendre en urgence aux toilettes à cause du stress. C'est là qu'elle vit la mère de Lidan en larmes auprès de quelques membres du comité d'organisation. Ils ne peuvent pas les abandonner. Sa fille ne peut pas être détruite à cause d'une lame. C'est de leur faute. C'est de leur faute. Comment va-t-elle vivre désormais? C'est une prodige du piano. Quel avenir vont-ils lui laisser? Ils doivent l'aider. Elle les en supplie. Elle les en supplie. Ils attendent. C'est là le moment où elle comprit enfin pourquoi Lidan ne put participer à la finale. Pire encore, le moment où l'incident eut lieu était le même où son père s'absenta. Elle ne pouvait faire taire ce pressentiment au fond d'elle. Si bien qu'une fois montée sur le podium, face au visage souriant de son père, lequel lui demandait d'en faire de même pour les caméras, elle en était incapable. Elle ne cessait de prier encore que les malheurs de Lidan n'aient rien à voir avec elle et son père. Mais lorsqu'elle retourna à l'hôtel pour plier bagages, elle mit la main sur une boîte entière de lames de cutter. Après avoir confronté son père, celui-ci se mit à genoux et la supplia de lui pardonner, de ne rien dire à personne de ce qu'il a fait. Papa a fait une bêtise, ne cessait-il de répéter. Toujours en larmes, Shao Jae ponctue en expliquant à Zhao que son père avait déjà divorcé de sa mère à l'époque et l'éduqué seul depuis sa plus tendre enfance. Il a tout sacrifié pour elle. Il a parfois travaillé jusqu'à 3 boulots en même temps pour lui permettre de vivre confortablement. Elle ne voulait pas qu'il aille en prison à cause d'elle et de son échec à la 9e édition. Peut-être était-ce le karma, mais peu après lui a été diagnostiqué un cancer du pancréas qu'il a emporté en une vingtaine de mois à peine. Il n'a pas combattu. Cette lame est la seule erreur de sa vie et il le savait. Après la compétition, il ne put jamais retoucher un piano de sa vie. À chaque fois qu'elle y était confrontée, les images du tournoi lui revenaient encore jusqu'à nauser. Une fois ses études finies, elle reprit son véritable nom pour tirer un trait sur cette période. Mais peu importe ce qu'elle fait, elle ne pourra jamais se pardonner. Zhao resta silencieux tout du long et après avoir marqué un moment de pause, Shao Jae se reprit un tant soit peu. Qu'il ne s'inquiète pas. Elle ne compte pas fuir ses responsabilités, s'occupera des frais d'avocat de Lidan. Elle fera également en sorte de s'occuper de sa mère et des victimes de la première. Face au regard froid de Zhao, Shao Jae lui confie qu'elle sait très bien que l'argent ne réparera jamais tout le mal qu'elle a causé. Elle ne suppliera jamais personne pour leur pardon, que ce soit Lidan ou sa famille, ni même les victimes de celle à qui elle a volé le destin. Elle espère juste pouvoir empêcher les choses de continuer d'évoluer dans la mauvaise direction. Elle est désolée de s'être dépeinte comme une victime. Dès aujourd'hui, elle jure de faire profil bas. Elle n'est pas celle à plaindre et elle le sait. Ces mots étaient ce que Zhao attendait, afin de récupérer le sourire qu'une affaire résolue devrait dépeindre sur son visage. Ce sont là les bonnes choses à faire. En fin de compte, Shao Jae est la seule vainqueur de cette sordide histoire. Bien qu'au début, son égoïsme vis-à-vis de la peine de tous ceux qui ont réellement eu leur vie altérée, pour ne pas dire ruinée, lui tapait sur le système. Sa peine, comme elle l'a décrit au début, bien qu'injustifiée, est un tant soit peu compréhensible. Au final, Lidan aura profané la tombe de celui qui a injustement et égoïstement brisé son avenir. Peut-être qu'il y a bien une justice dans ce monde de pourris. Au cœur de l'équise, Zhao chanta sa réussite avec ses collègues et tous ceux qui ont participé à la résolution de l'affaire. Sixin, l'une des collègues de Zhao, lui propose un peu d'alcool pour boire à son triomphe. C'est bien l'attitude du divisionnaire qui prête à la surprise. Alors que Zhang Feng tient la tablette de sorte à ce qu'il puisse profiter de l'ambiance en appel vidéo, il dit à son très cher Zhao que malgré leurs différends, il n'est pas peu fier de l'avoir parmi eux. Après tout, il vient quand même d'apprendre qu'il a enflé la division B 2 affaires et il l'a même pas félicité pour ça. Mais dans le brouhaha ambiant, le regard de Zhao se tourne vers Wang Fei, laquelle lui porte un toast. Le sourire aux lèvres, il la suit et c'est toute la division qui peut trinquer à la gloire du grand détective Yu Zhao. Après les festivités, dans la voiture de Yang Fei, celle-ci demande à Zhao si elle s'est bien amusée. Malgré les apparences, il n'a pas tant bu que ça. Il a pas tenté la moindre chose avec elle, donc non, probablement pas assez en effet. Audacieux. À ce propos, ni son domicile à lui, ni le sien ne sont là où il se dirige. Zhao se demande si elle contentait quelque chose elle-même. Là, il doit être en train de s'imaginer des tas et des tas de choses. Mais qu'il ne s'impatiente pas, il va lui dire: aujourd'hui, un cadavre a été repêché du barrage de Panjiakou à l'est de Pékin. Et à cause de sa petite fête, elle n'a pu en disséquer que la moitié et doit désormais retourner faire l'autre. Zhao constate avec un soupçon d'effroi qu'elle a disséqué un corps juste avant de venir manger à plein croc. Une vraie professionnelle. D'un air attristant, Wang Fei lui confie que ses mains ont touché tant de dépouilles. Compte-t-il toujours tenter quelque chose avec elle? Que croit-elle insinuer? Ce n'est pas comme si le toucher de ses mains est mortel. Quoique ça ne lui déplairait pas d'être mortellement touché par elle. Un instant surprise par sa réponse, Wang Fei laisse échapper un petit rire avant de s'arrêter au bord de la route. Sortant de la voiture,
voiture, Joe l'interpelle et lui dit qu'il n'y a personne chez lui ce soir. Pourquoi ne viendrait-elle pas passer un moment, cela seul? Regardant Zhao le sourire aux lèvres, Wang Fei démarre en trombe, laissant Zhao sur la touche. Bah, au fond, il s'y attendait. Après lui avoir proposé de jouer aux morts pour qu'elle s'essaie à son anatomie, celle-ci déclina et lui dit qu'une prochaine fois peut-être, elle prendra son scalpel pour l'occasion. Montant les escaliers menant son appartement, il réalise a posteriori que c'était vachement beauf en fait. Mais une fois arrivé en haut, il vit une figure qui eut gracieusement le temps d'oublier. Mangeant une pomme au pas du couloir de son étage, Xiao Qing interpelle Joe, lequel est quelque peu surpris de la voir ici. Elle lui dit que c'est bien difficile d'arriver à le croiser en personne. En attendant, il s'amusait à jouer ici et là. Zhao, sentant la merde venir aussi vite que la crise immobilière, lui demande de quoi elle parle. Il travaille sur une grosse affaire et il n'a pas oublié de ruiner sa rencontre parent-prof. Elle voulait simplement aider un peu sa famille financièrement. Elle sait bien que ce qu'elle a fait est mal. Il pourrait au moins avoir un peu de considération pour elle. Si ces petites affaires sont révélées, comment pourra-t-elle aller à l'école et vivre une vie normale? Allez, qu'il lui dise ce qu'il s'est passé. Il peut pas juste l'aider un coup pour résoudre ses problèmes. Il va vraiment l'aider? Oui. Pas comme s'il avait le choix. Attends, son père est rentier immobilier. De quoi elle parle, aider un peu sa famille financièrement? Elle l'a enflé là, non? Le lendemain, Joe dut se taper la fameuse rencontre parent-prof chez Xiao Qing. Et il va sans dire qu'il en avait strictement rien à battre de ce que pouvait lui raconter le professeur. Par contre, vu à quelle vitesse cette gamine peut changer d'humeur, elle aurait mieux fait de faire actrice plutôt que se perdre en 20 ans savoir quel cursus scolaire. À l'entrée de la boutique de sa famille, Xiao Qing propose quelques frais à son professeur, lequel refuse poliment. Communiquant du regard, Joe demande à la lycéenne si son père ne va pas se ramener sans prévenir. Celle-ci lui assure d'un regard la confiance sans égale qu'elle traque la position GPS de son père en temps réel. Pour l'heure, il est actuellement occupé par l'administration. Ah bah si c'est l'administration, ils ont du temps devant eux. Par contre, prétendre être le parent de quelqu'un est beaucoup trop ennuyant à son goût. Se rappelant de sa conversation de la veille avec Wang Fei, le détective se demande si elle a fini de s'occuper de ce fameux corps. Peut-être est-elle même dans les bureaux de la crime. Une fois ses affaires de rencontre parent-prof terminées, Zhao se dirige à tout guirer vers les bureaux de la division A en espérant croiser sa très chère Wang Fei. Ravi quant à la voir présente, il reste tout de même professionnel et demande à mademoiselle Xin en charge de la gestion des affaires s'ils ont un nouveau dossier sur le dos. Si la réponse est non, il apprécierait être mis sur le dossier de Wang Fei. Se retournant vers elle, il lui demande si elle est libre ce soir. Pour parler travail, bien sûr. Arborant son éternel sourire, elle laisse Xin couper l'herbe sous le pied de Zhao. C'est lui qui ne sera pas libre ce soir. Et puis, il n'a pas s'inquiété de l'affaire de Wang Fei. Qiuping est sur le coup. Bref, pour faire simple, la brigade lui offre un téléphone professionnel ainsi que quelques cours de self-défense en plus d'une semaine de permission. Cependant, il devra pointer une photo au jeu de la PJ en début d'après-midi. Désolé, mais il pourra pas y échapper. Sur le papier qui lui a été remis, Zhao constate que c'est effectivement obligatoire. Forcément, fallait que ça tombe sur une semaine de permission. Une fois arrivé, il avait envie de foutre le camp plus vite que le PSG de la Ligue des Champions. En attendant, il repasse en revue la liste des gadgets que le système lui a accordé récemment. Et il va sans dire que tout ça ne fait plus aucun sens. Entre un télescope, 3 instruments d'identification de composition, pour que ça puisse bien vouloir dire, un bloqueur de signal et une mesure de qualité de l'air, son système est en train de devenir une vraie décharge. Le pire, c'est que parfois un simple éternuement peut invoquer le système. L'eau du ruisseau tremble. Le yin de l'eau joue avec son yang. Avec un soudain éclair au milieu de l'eau, l'herbe tendre sombre dans la tourmente. L'autre s'en mêle dans le vide. Oh mais ta gueule, ça veut rien dire, ta merde! Mais soudainement, bon nombre d'agents de police et autres se mirent à saluer une certaine Lina Meng, si bien que Zhao daigna lever les yeux. Ceux-ci se posèrent sur la belle jeune femme. Levant sa gourde à la bouche, un filet d'eau se mit à ruisseler jusqu'à sa poitrine où il trouva refuge. Pardon? C'est qui cette femme? L'un des collègues de Zhao lui dit qu'elle est détective divisionnaire de la DNRT. La DNR quoi? Ben, la Direction Nationale des Renseignements Territoriaux. T'es con ou quoi? Mais enfin, il faut dire qu'elle est vraiment pas mal. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique encore? Elle vient tout juste d'arriver. Elle n'a probablement pas eu le temps de regarder la démonstration des instructeurs, non? Bien sûr, ça ne dérange pas de l'aider un peu. Lina reste étonnée, presque stupéfaite, si bien qu'elle en est muette. À côté du collègue de Zhao, un type de la PJ, la police judiciaire s'était ramené et demande ce que leur collègue est en train de fabriquer. Séduire une femme, du Zhao tout craché. Mais il est fou ou bien? Provoquer Lina revient signer son arrêt de mort. Elle est la seule à être encore invaincue dans leur dojo, en plus d'être une double championne nationale de MMA. C'est un vrai poison, tempérament plus chaud que le cul des communistes en République tchèque. Aucun des criminels qu'elle apprendait n'est jamais arrivé intact. Ils ont tous été fracassés à moitié morts. Attends, mais du coup, Zhao est en danger. Après avoir sagement écouté les douceurs de Zhao, Lina se laissa doucement inviter à une danse sur le ring avec celui-ci. Il va lui enseigner la première clé de bras. Allez, qu'elle lui décoche un coup de poing. Celui-ci partit à toute allure, mais Zhao le bloqua dans le plus grand des calmes. Bougeant gillement sa main, il vient de mettre Lina sous clé. Est-ce qu'elle a compris le mouvement? La clé de voûte de la technique repose sur la manière dont on saisit la main de l'assaillant. Elle comprend mieux maintenant. Par contre, elle connaît un moyen de contrer cette technique. Et comment? Lina décoche une grosse droite de sa gauche en plein dans la gueule de Zhao. Celui-ci avait senti le coup passer, mais à peine eut-il ouvert les yeux qu'il a vu se jeter sur lui en préparant un monumental coup de pied. Zhao para comme il put solliciter son avant-bras gauche, mais la force de frappe l'envoyait directement dans les cordes. La sueur commença à dévaler le visage de l'inspecteur alors que celui-ci lui faisait souffrir le martyre. N'empêche, il se demandait pourquoi il y avait personne autour d'elle. Faut pas chercher
loin. Cette folle dingue est juste beaucoup trop forte en combat. Attends, ils osent pas parce qu'ils ont peur d'elle? Lina s'excuse. Il semble qu'elle n'ait pas su contrôler sa force. Qu'il ne lui en veuille pas de trop. Pourquoi n'essaierait-il pas de lui enseigner le verrou à la place? Il se peut qu'il ait un moyen d'empêcher toute contre-attaque de la première clé. Voyez-vous ça? Et qu'est-ce donc? Alors que Jao avance sereinement au centre du ring, Lina compte bien le laisser se détruire tout seul. Elle ne compte pas se retenir. Jao se jeta soudainement sur elle, mais elle peut esquiver. Cela dit, Lina ne comprend pas pourquoi il ne s'est pas jeté vers sa tête. Mais il y en a un qui sait parfaitement ce qu'il a à faire. Replaçant Lina sous le contrôle de la clé, il lui demande ce qu'elle en pense. Qu'il la lâche! Pardon? Elle lui a demandé de la lâcher! Oh, c'est embêtant, son pied est un peu blessé à l'instant. Et maintenant, il ne peut plus bouger. Tous les hommes de l'ordre du dojo rigolaient bien de cette petite scène. Jao, à l'instar de Lina plus tôt, continue sa petite provocation. Il daignera la lâcher si elle l'appelle Monsieur l'entraîneur. Il lui enseignera 2 ou 3 mouvements. Enragée, Lina lui demande pour qui il se prend. Celle-ci, n'en pouvant plus de l'humiliation de l'inspecteur, se redressa brusquement, quitte à sérieusement blesser Jao en lui décochant un violent coup de boule en arrière. Jao lâcha son emprise et tituba en reculant devant la surprise et la douleur. Mais à peine eut-il le temps d'ouvrir les yeux qu'il vit que Lina n'en avait pas fini. Enragée face à l'humiliation qu'elle a subie, Lina comptait bien venir à bout de ce salaud. Cependant, Jao put bloquer son coup sans le moindre effort. Jolie jambe. Son enthousiasme quand elle a lui montré lui va droit au cœur. Mais face à cette énième provocation, Lina compte plus que jamais le faire taire et le ramener à sa place de mauvais. D'un vif mouvement, elle put emmener Jao directement au tapis. Celui-ci, bloqué au sol par la prise de Lina, ne comptait guère s'arrêter là. Le regardant froidement, l'artiste martial sait en revanche pertinemment que victoire est sienne. Mais de nulle part, Jao se mit à mordre ses fesses, si bien que Lina en poussa un cri que personne n'imaginerait d'elle. Se redressant subitement déçue de cette inattendue douleur, elle colla une violente droite en plein dans la figure de Jao. Mais alors que Lina comptait bien se défouler sur celui qui a osé s'en prendre à son postérieur, l'un des instructeurs intervient pour mettre fin à leur petite guerre d'enfants. Qu'ils arrêtent de faire honte à leur dojo, qu'ils se relèvent. Cependant, sous les engueulades de l'instructeur, les antagonismes qui naquirent à l'instant entre Lina et Jao continuent de se nourrir de leurs regards assassins. Qu'elle ne lui donne plus jamais l'opportunité de le revoir, sans quoi elle se chargera de l'éclater comme il le mérite. Mais de l'autre côté, Jao ne compte guère s'écraser devant Lina et lui dit qu'il en va de même ici. Contrairement aux autres, il va pas avoir peur d'un pitbull enragé comme elle. L'instructeur s'énerve encore de plus belle et leur demande s'ils n'ont pas encore fini. Oh, et qui vous le camp d'ici? Il va faire en sorte que leurs supérieurs respectifs se chargent de leur donner une bonne leçon. Confrontation terminée. Taux de complétion de 51%. A obtenu un appareil à vision nocturne. Eh ben tu t'actives maintenant, toi. Hôpital central de Pékin. Le directeur adjoint interpelle monsieur le directeur général de la brigade criminelle et lui demande s'il veut détruire leur service. C'est un nouveau dans la crime. Il est négligent et se comporte comme un gangster. Qui lui donne une seule bonne raison de faire de lui son successeur. Une bonne raison? Il lui en donnera plusieurs. Sa détermination, elle, transcende de loin celle des criminels auxquels il fait face. Il ne tolérera pas que quelqu'un minimise ses exploits et critique sa personne. Et puis, il a déjà tout mis en œuvre pour organiser le passage de flambeau. Ils vont commencer par casser son tempérament et son agressivité. Jao demande à Lisha s'ils sont bien arrivés. Lisha lui répond que oui. Il s'agit du quartier abandonné de Wangping, là où résidait la victime du cold case éponyme. Suivant Jao à travers les ruines, elle lui fait remarquer que malgré sa semaine de permission, il a été appelé dès le premier jour, et en plus ses supérieurs l'ont assigné à l'unité des affaires non résolues. Pourquoi ne s'y est-il pas opposé, un tant soit peu? Qu'importe dans quelle unité il peut être dispatché, son boulot ne change pas. Et puis elle a été assignée à l'assister une fois de plus. Certes, mais il sous-estime la difficulté de ces vieilles affaires non résolues. Jao lui rétorque que si le cold case de Wangping est resté irrésolu pendant 20 ans, c'est simplement parce qu'il n'était pas là pour le résoudre à l'époque. Qu'elle attende quelques jours, le temps qu'il pointe du doigt le coupable et il lui paiera un bon resto. Une fois la porte poussée, Jao faisait face à la désolation des lieux. Ne restait qu'un sofa, quelques cadavres de bière et un peu de mobilier se faisant rare. Il y a 20 ans, la nuit du 18 novembre était animée par de violents éclairs qui éclataient partout au-dessus de la capitale chinoise. À 10h du soir, la victime, Cai Jigen, gisait ivre-mort sur son sofa alors qu'il était seul chez lui. Dans cet intervalle de temps, une mystérieuse silhouette fut aperçue rentrer et sortir du domicile de Jigen. Cependant, et à cause de l'absence de caméra, de la nuit déjà tombée et de l'orage, l'homme ne fut jamais identifié. Il y a 2 décennies, les inspecteurs de la PJ sur le dossier ont exploré toutes les pistes possibles. Épouse, famille, amis, collègues, patrons, mais rien n'est jamais ressorti. Le dossier que Jao exhume des archives ne contient pour ainsi dire presque aucune information de valeur quant au tueur. Cependant, la scène de crime a été plus que bien détaillée, avec photographie à l'appui. Le meurtrier asséna pas moins de 40 coups de couteau à Jigen, sans laisser la moindre empreinte digitale sur la scène. Pire encore, il ne laissa aucune trace à l'intérieur du bâtiment, là où la tempête se chargea de nettoyer ses traces à l'extérieur. Bien que la piste d'un proche n'a pu s'avérer concluante, celle d'un inconnu est encore plus improbable. Aucune trace d'effraction n'a été repérée au domicile de Cai Jigen. Soit ce dernier lui a ouvert, soit le meurtrier disposait d'un double des clés. Cependant, si les journaux spéculaient à l'époque sur une attaque à l'aveugle ou une victime collatérale, le
collecteur de Wang Ping de son surnom, laissa derrière lui quelque chose qui vint mettre un terme définitif à ses suppositions. Usant du sang de la victime, il écrivit sur le mur « Les dettes doivent être honorées ». S'il s'agissait d'une vengeance ou d'une revanche, il est improbable si ce n'est illogique qu'il invoque des dettes pour justifier son crime. La piste d'un serial killer fut également écartée à l'époque. Il n'y eut guère d'autres massacres usant du même modus operandi. Éventuellement, cette affaire ne laissa qu'une théorie bien optimiste. Le criminel aurait été arrêté pour une autre affaire et n'a jamais été relié au massacre de Wang Ping. La piste de la dette elle-même ne fait pas plus de sens elle-même que les autres. S'il s'agissait simplement d'une exécution pour remboursement non honoré, le meurtrier, qu'il soit le prêteur lui-même ou un exécuteur mandaté, ne se serait pas attardé à lacérer la victime de 40 coups de couteau. Comble de l'incompréhension, on pourrait imaginer le meurtrier souffrir d'une rancœur folle à l'encontre de Jigen. Pourtant, les expertises médico-légales ont prouvé que les coups avaient été portés un à un de manière contrôlée et coordonnée. En d'autres termes, il n'était aucunement proie à une frénésie erratique. Pourtant, la scène a bel et bien été laissée telle quelle, le corps en évidence dans un bain de sang. Les lieux ne furent nettoyés uniquement des traces du collecteur. Celui-ci voulait faire savoir au monde que sa cible a été éliminée, et ce, avec manière. Quel est ton objectif ? Soudainement, le téléphone de Zhao s'est mis à sonner. Attrapant ce dernier, il remarque surpris qu'il s'agit d'un appel vidéo de Yao Jia. Une fois l'appareil décroché, Zhao est immédiatement gratifié de son beau visage alors que celle-ci lui demande s'il est disponible. Elle aimerait l'inviter à manger. Au restaurant de fondue chinoise Heidi Lao, sur le rue commerçante Wang Fujing, Zhao profitait d'un moment avec Yao Jia, laquelle lui dit qu'elle voulait l'inviter depuis longtemps déjà. Après tout, elle est toujours reconnaissante pour son sac à main. Mais Zhao lui dit que c'est normal. Elle lui explique que c'est un cadeau de son copain et qu'elle ne voulait surtout pas le perdre. Eh mais ça, c'est pas comme si s'en doutait pas déjà. Visiblement tourmentée, elle lui dit qu'elle ne voudrait pas le perdre. Si elle a quelque chose à lui demander, qu'elle y aille franco. Du moment que c'est dans ses cordes, il pourra l'aider. Yao Jia récupère son sourire et lui demande s'il peut enquêter sur son petit copain. Taux de complétion de 59%. Alors qu'il s'enquiert des infos du système, Zhao passe un coup de fil à la centrale et leur expose le problème. Le petit copain de la dénommée Yao Jia, Kang Jie, lui emprunte des sommes d'argent croissantes depuis quelques semaines déjà, et elle craint qu'il n'ait été pris dans un engrenage potentiellement d'ordre criminel. De l'autre côté du fil, Zhang Feng lui dit qu'il va s'occuper de faire quelques recherches sur les activités de ce Kang Jie. Il lui fera remonter ce qu'il trouve. Zhao le remercie et lui dit qu'il l'invitera à ses frais à une partie de billard en échange. Zhang Feng lui dit que ça ira pour le billard. Il en a encore des relents. Il n'aura qu'à l'inviter à un bon resto à la place. Toujours dans son véhicule, le regard de Zhao se porta sur celle qu'il tient en filature depuis quelques heures déjà. Lin Meifeng, la veuve du défunt Kai Jigen, et surtout la suspecte la plus probable du cold case de Wang Ping. Elle était battue par ce dernier, c'est si violemment qu'elle eut une fausse couche. Cet enfer a duré des années avant qu'il ne succombe, symbole de liberté pour elle. Cependant, et bien qu'elle pût refaire sa vie plus tard, les séquelles des horreurs que le défunt lui a fait subir à elle et sa famille subsistent encore. Fut un temps, Lin menaça de le quitter, ce qui fit entrer Jigen dans une colère noire. Ce dernier, elle a jusqu'à briser la jambe du père de Lin. Cependant, elle a un alibi en béton, corroboré par pléthore de personnes. En cette sordide nuit du 18 novembre, Lin était à la maternité de l'hôpital central alors qu'elle accompagnait sa cousine pour son accouchement. Lorsqu'elle retourna chez elle le lendemain et découvrit le corps sans vie de son mari, elle fut si choquée et bouleversée qu'elle s'évanouit sur place et resta inconsciente quelques minutes avant d'appeler la police. L'enregistrement téléphonique subsiste et celui-ci est plus que perturbant. Lin apparaît terrorisée, saisie par l'effroi, bien plus que surprise. Malheureusement, et déçue de cette sordide affaire, elle essaya de multiples reprises de mettre fin à ses jours et a même été hospitalisée en conséquence. Lin s'est battue contre la dépression pendant plus de 10 ans. À sa sortie, elle put miraculeusement reprendre une vie, un tant soit peu normale avant de rencontrer son nouveau partenaire avec lequel elle eut une fille. Bien qu'il reste des zones d'ombre, faire d'elle l'assassin reste hautement spéculatif. Au même moment, le téléphone de Zhao s'est mis à sonner. Zhang Feng lui dit qu'il a fini ses petites investigations. Au final, ce n'était rien de bien compliqué, mais Yao Jia a eu le nez fin. Son copain Kang Jie est impliqué dans une petite affaire de contrefaçon. Il vend ces dernières dans sa micro-usine et vend sa camelote au marché Xishui, le marché de la route de la soie spécialisé textile. Il doit y être aujourd'hui même. Il lui envoie le lien de sa boutique s'il veut y aller. Activation du système de confrontation. Intrigué, Zhao avait pris la décision de se rendre lui-même au marché Xishui. Mais des cris se faisaient entendre au loin. Mallette à la main, un homme essayait d'échapper à une femme qui avait pris en chasse. Zhao reconnut immédiatement la fameuse Lina Meng du dojo de la PJ. Sans trop réfléchir, il crochette l'homme lequel se vautre au sol sous les yeux de la détective. Curieux quant à l'identité de l'individu, il récupère ses papiers d'identité tombés au sol. Mais à peine eut-il ceci en main qu'il se prit une bonne grosse droite gratuite dans l'élan de Lina. Celle-ci prit appui et lâcha un violent coup de pied dans la figure de l'homme en train de se relever. Bordel, il en est sûr, mais elle en a profité pour lui en coller une. Poussant Lina sur la touche, Zhao se dirige vers l'homme qu'elle poursuivait et lui colle une bonne grosse droite à son tour. Tiens, qu'il essaie à nouveau de fuir. Mais à l'arrière, Lina bouillonnait sur place. Comment a-t-il osé la pousser en retour? Celle-ci toute rouge cerne aux collines à Zhao, lequel l'avait anticipé. Un rouge courant passa entre les deux, et comme s'ils parlaient le même langage de haine envers l'autre, ils débutèrent les hostilités. Zhao esquiva le premier coup et lança la riposte. Les deux s'étaient mis sur la gueule, une fois de plus. Alors qu'ils sont séparés par les collègues de la détective, Zhao lui bug qui l'a aidé à prendre son type et c'est comme ça qu'elle lui rend l'appareil. Elle est folle ou bien? Mais celle-ci lui dit qu'il pourrait bien être de même vu à quel point il est aussi pourri que les criminels qu'elle attrape.
À l'arrière, les inspecteurs de la brigade de Lina n'en revenaient pas de l'état dans lequel leur supérieur, le détective de la division A de la crime, ont laissé leur homme. Partout autour du marché, l'on pouvait entendre s'insulter copieusement Zhao et Lina. Une fois la commotion clôturée, Zhao reprit ses affaires et constate que Kang Jie semble s'être éloigné entre-temps. Tiens, c'est qu'elle fait mal la grognasse. Cela dit, il a quand même pu gracieusement bénéficier de cette rencontre inopinée. Sortant la photo de l'homme appréhendé plus tôt par le bureau de la DNRT, la Direction Nationale du Renseignement Territorial, Zhao se demande ce qu'il a bien pu faire pour qu'autant d'agents soient déplacés. Ce type ne doit pas être de la petite frappe. Mais à peine la photo retirée, que la silhouette blessée de Lin Meifeng se révéla Zhao sur un autre cliché. Au bureau de recherche des personnes disparues affilié à la brigade criminelle, Zhao et Lish avaient payé une visite à Zhang Feng pour se renseigner à propos de l'homme arrêté par la DNRT. Celui-ci leur explique qu'il s'appelle Yu Pengfei. Il agit comme une sorte de revendeur dans le textile, partie intermédiaire en somme. Il est pour ainsi dire plein aux as, dispose de quelques millions répartis à travers diverses banques chinoises internationales. De l'argent sciemment placé et investi, plus être le propriétaire de 3 complexes immobiliers, disposer de quelques voitures de luxe. Cependant, ça c'est juste en surface. Il se trouve qu'il a fait de nombreux allers-retours aux renseignements territoriaux à cause de ses connexions avec la pègre et le crime organisé. C'est bien. Comment est-il lié à Lin Meifeng? Lish a fait le constat haute voix qu'ils ne semblent même pas se connaître. Il n'y a pas la moindre trace nulle part d'un quelconque lien entre eux. N'ayant guère la réponse, Zhang Feng soulève tout de même l'évident. La chance de Zhao est incroyable. Trouver une piste au hasard quant à la cold case de Wang Ping, froide de 20 années d'échecs de la PJ, excède le miracle. Zhao le sait très bien, il y a des chances qu'il doit cette piste autant au système qu'à Yao Jia et à sa bonne volonté de mettre son nez un peu partout. Confrontation terminée, taux de complétion de 80%, a obtenu un mouchard indétectable. Fait intriguant, cette photo doit dater du vivant de Kai Ji-gun. Le visage de Lin Meifeng est marqué par les coups, probablement les sévices que son mari lui a fait subir. De plus, autant la jeunesse de la ligne photographiée à son insu que l'état de la photo elle-même est marqué par le temps. A contrario de Zhao, l'incanteur de Lisha s'imagine peut-être une incroyable coïncidence d'un amour secret de Liu Pengfei envers Lin Meifeng. Ça serait si romantique. Mais Zhao n'y prête attention. Il s'imagine déjà qu'il va devoir faire le forcing auprès de la DNRT pour obtenir une dérogation pour interroger Liu Pengfei. De l'autre côté, l'un des collègues de Zhang Feng lui explique que 4 empreintes ont été retrouvées sur le portefeuille et sont actuellement à l'étude au labo. Bien que ça ne mènera probablement à rien, ils vont tout de même essayer de les croiser avec le fichier automatisé des empreintes digitales. Également, il rappelle ce que Zhang Feng sait déjà, mais ce Liu Pengfei n'est pas un inconnu des services de police. Il a fait de multiples allers-retours pour des cas autant d'agression et de violence que de blanchiment d'argent. Il continue et explique que la DNRT avait été mise sur le coup par la Direction Générale des Finances Publiques, qui suspectait alors qu'il fasse partie d'un réseau de crimes organisés. Zhang Feng lui dit qu'il devrait l'interroger eux-mêmes, il est coincé aux renseignements nationaux. À ce propos, Lisha demande si, par hasard, il n'y aurait pas quelqu'un qui a un contact là-bas pour faciliter les choses. Eh ben ça va encore tomber sur sa gueule. Putain, il a pas envie. Dans les bureaux de la Direction Nationale de Renseignements Territoriaux, il y en avait une qui trouvait ce très cher Zhao bien audacieux. Lina lui demande s'il est venu ici pour foutre le bordel. Madame le divisionnaire, ces mots semblent le comparer à un pauvre gangster de bas étage. S'il est venu à cette rencontre aujourd'hui, c'est pour le travail. Qui plus est, il a une demande officielle de la division 1 de la brigade criminelle conjointe au bureau des recherches des personnes disparues de la PJ à lui soumettre. Lina lui rend ses documents, ce n'est en rien suffisant pour obtenir le droit d'interroger Liu Pengfei. Mais Zhao lui signale que formuler une demande officielle entre les ponts de la crime et de la section de recherche envers ceux de la DNRT et de la DGP va prendre une éternité. D'ici là, ils auront raté le coche. Il s'en remet à sa personne. Par la même occasion, a une dette envers elle. Il est vrai qu'il lui a mordu les fesses au dojo, mais qu'elle ne vienne quand même pas lui dire qu'elle lui en veut encore pour quelque chose aussi futile. Lina se retient comme elle peut d'exploser, mais elle va se prêter au jeu. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir interroger Liu Pengfei, à l'exception de monsieur l'inspecteur Yu Zhao. Est-ce qu'elle s'est bien fait comprendre? Il peut aller se faire mettre. Zhao restait imperturbable devant le comportement enfantin de ses collègues de la DNRT, alors qu'à l'arrière, les collègues de Lina rigolaient de sa personne. Il va voir ce qu'il va voir pour oser provoquer leur supérieur. Mais écartant de sa main celle qui lui bloque l'entrée, Zhao pénètre tout de même à l'intérieur des bureaux. Puisqu'ils veulent jouer au con, il va jouer avec eux. Il se trouve qu'il a sur lui un peu de matos venu directo de la crime. Tant que l'interdiction qui pèse sur sa personne ne sera pas levée, il va bloquer tout leur réseau intranet et internet. Qu'ils ne pensent même pas à utiliser leur téléphone. Le principe d'un brouilleur à grande envergure, c'est de brouiller. Lina lui demande quelle idiotie est-il encore en train de débiter? Du matériel de la crime. Et puis quoi encore? Il sait quoi? Ils vont faire à Paris. S'il peut réellement couper tout le réseau dans l'ensemble du bâtiment, elle le laissera gracieusement interroger leur homme. Mademoiselle May, quand on fait une promesse, il convient de l'honorer. Pourquoi ne commencerait-il pas maintenant avec le signal de mise en marche? L'inspectrice Lina est une grognasse, assez hystérique pour finir en psychiatrie. Elle se doutait bien que ce guignol avait un plan derrière la tête. Folle de rage, elle demande à Zhao ses derniers mots avant qu'elle n'enterre sa grosse tête 6 pieds sous terre. Mais au même moment, des plaintes résonnèrent partout à travers les bureaux. Que ça soit au premier ou au deuxième, ils n'ont plus aucun accès au réseau intranet. C'est pareil au rez-de-chaussée, ils ont même plus accès à internet et leur téléphone ne capte aucun signal. Allumant son propre téléphone, Lina remarque avec surprise que l'autre bouffon disait vrai. Celle-ci se retourne vers lui en arborant un air pas des moins sceptique. Il peut aller l'interroger maintenant, madame la détective. Au cœur de la salle d'interrogation, Liu Pengfei attendait patiemment son heure. Mais soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Zhao passa le pas de celle-ci, en dégageant une aura des plus intimidantes.
Allez, fous le camp d'entrée. C'est incroyable à quel point il peut être insupportable. Liu Pengfei s'attendait à tout sauf ça. Alors, prêt à démarrer l'interrogatoire, l'esprit de Lina était toujours préoccupé par cette mystérieuse coupure réseau. Est-ce que la crime aurait réellement en sa possession de tels gadgets? De son côté, Zhao était plutôt surpris de constater que son tour de passe-passe et que le bloqueur de signal a fonctionné. Bon, c'est pas pour lui déplaire. En tout cas, il va avoir l'occasion de tester le fameux détecteur de mensonges offert par le système. D'après le système, il n'a qu'à poser des questions en vrai-faux et avoir des réponses binaires en oui-non pour vérifier de leur véracité. Bon, tout du long de leur petite entrevue, il souhaite qu'il réponde à ces questions par oui ou par non. Compris? Liu Pengfei, confus, lui dit que oui, là où Lina se demande ce que fabrique ce glandu. Êtes-vous un homme? Bah oui. Parfait. Une lumière verte signifie que la réponse est correcte, et vice-versa pour une lumière rouge. Il va lui faire une petite rafale de questions par mesure de précaution. Êtes-vous une femme? Non. Vous appelez-vous Liu Pengfei? Oui. Appréciez-vous les gâteaux de riz? Pas particulièrement, non. Vos parents sont-ils divorcés? Non. Préférez-vous Solstice à Nisik? Oui. Avez-vous tué Kai Jigen? Non, jamais. Connerie! Attrapant Liu Pengfei par le col, lui demande s'il connaît sa femme Lin Meifeng. Lina ordonne à Zhao de se calmer et de le lâcher. Mais sous pression, Liu Pengfei répondit tout de même à l'inspecteur de la crime par la négative. Une nouvelle fois, le système révéla sa nature de mythomane. Lina ne comprend rien aux méthodes de Zhao, à l'instar des réactions du suspect. Est-il réellement impliqué dans une deuxième affaire de meurtre? Et puis, c'est Yu Zhao. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez lui? Dessinant une tortue de sorte à récupérer son sang-froid, Zhao sait pertinemment qu'il tient le meurtrier. Merci le système, mais le fait est qu'il ne dispose d'aucune preuve à charge. Et puis ça n'est pas comme s'il allait en trouver après 20 ans. Le seul moyen auquel il peut penser serait de feinter le fait qu'il dispose de preuves à charge et de faire pression jusqu'à ce qu'il craque. Par contre, sa confession ne suffira pas à elle seule. Il doit leur fournir les preuves lui-même en révélant ses motivations. Reste à trouver un moyen de pression. Il a bien sa petite idée quant à comment y parvenir. Zhao retourne auprès de Lina, à laquelle il demande si elle peut lui octroyer 5 minutes de son temps. Celle-ci referme son dossier. Il peut parler. Hein? Pourquoi elle est gentille? Lina présente les vieux clichés pris au domicile de Kai Jigen, le soir du meurtre à Liu Pengfei. Malheureusement pour ce dernier, Lina lui confie que l'écriture du collecteur de Wang Ping correspond à 91% avec la sienne. Et à son grand désarroi, elle imagine, ils ont été capables de croiser sa silhouette avec celle capturée par les caméras de surveillance du quartier de Wang Ping. Zhao avait fait jouer son bluff à Lina, carte sur table. Il se croit peut-être intouchable, n'ayant laissé aucune trace derrière lui. Il s'imagine peut-être avoir commis le crime parfait. Mais elle a le regret de lui annoncer qu'un cheveu n'appartenant ni à la victime ni à Lin Meifeng a été retrouvé sur une pièce à conviction de la PJ d'il y a 20 ans. Il a eu de la chance. Le fichier automatisé des empreintes digitales n'était pas encore nationalisé à l'époque et le rapprochement n'a jamais été fait. Mais puisqu'il leur rend souvent visite, la DNRT a fait le tour des autres services et... tiens, il y a correspondance avec de vieilles données poussiéreuses de la PJ récemment déterrées par l'unité des affaires non résolues de la crime. Liu Pengfei lui hurle qu'elle ment. Il réclame son avocat. Zhao reste incroyablement passible devant cette scène. Lina se retourne vers son complice et du regard lui fait comprendre qu'il ne mord pas. Bon, Pengfei, ils essayent de l'aider à ne pas prendre perpétuité. Le plus de temps il passe à nier, le plus de chances il a de pourrir jusqu'à sa mort derrière les barreaux. En dehors des preuves scientifiques, il y en a une qui, après avoir été accusée du meurtre de son mari, a témoigné et a tout révélé de ses manigances. Mais pourquoi arrêter une veuve après 20 ans? Lui qui vit dans le grand banditisme, il connaît bien les pontes du milieu. Ils ont les mêmes chez eux. Une telle tâche comme celle du collecteur de Wang Ping ne peut subsister. Et... c'est au prix de la liberté d'une pauvre femme. Ça n'importe aussi peu ses directeurs que ses patrons à lui. Zhao lui explique qu'elle leur a révélé comment il a organisé seul l'assassinat de son ex-mari. Son coup de bluff est simple. Il ne dispose que d'une énigmatique photo reliant l'épouse de la victime et le tueur trahi par le système. Puisqu'il la connaît, et compte tenu de quelques anodines incohérences dans les discours de Lin Meifeng, sans parler de l'absence totale de sens au cœur de la scène de crime elle-même, il est probable que le coup n'ait pas été monté seul par Liu Pengfei. Ce dernier, dos au mur, répond aux enquêteurs qu'elle n'a pas tout dit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si Zhao avait bel et bien visé juste, ni lui ni Lina n'avaient la moindre idée de ce que cela sous-entend. Continuant son bluff, Zhao lui demande ce qu'il en pense, lui. Lina reste quant à elle troublée vis-à-vis du détective Zhao. Ce type est un rookie qui, à peine rentré dans la division A de la crime, a résolu 2 affaires de grande envergure qui secouaient la capitale, si bien qu'il a été honoré du titre de citoyen d'honneur. Et puis, du jour au lendemain, le directeur général de la brigade criminelle le déplace dans l'unité des affaires non résolues. Est-ce là à cause de son tempérament? Il y a 15 minutes, Zhao lui avait confié qu'il sait que Liu Pengfei et le collecteur de Wang Ping ne font qu'un. Ses réactions n'y trompent pas, et puis il détient une preuve qu'il garde en dernier recours. Il aimerait qu'elle l'aide à le faire craquer en jouant une petite comédie. Le but est simple, arriver à le faire confesser pour qu'il dévoile les dessous de l'affaire. C'est tout ce qui compte. Lina doit bien lui reconnaître son incroyable persévérance et son génie. La pièce orchestrée par le maestro et détective Yu Zhao arrivait à son apothéose. Liu Pengfei avait abdiqué. Ils ont raison, il a bien tué Kai Jigen. Bien qu'à moral, Lina et Zhao venaient de réussir un véritable tour de maître. Lin Meifeng a menti pour essayer de sauver sa peau. En réalité, elle et lui ont passé un contrat pour échanger les personnes qu'ils voulaient voir mortes. À ces mots, l'incompréhension noya la salle d'interrogatoire de ses doutes et mystères.
Mais Zhao a bien compris ce que cela implique. Lin Meifeng est également coupable d'un meurtre. Qu'ils n'aillent pas croire que leur témoin est un ange saint. Elle est tout aussi coupable d'un meurtre que lui. Liu Pengfei refuse de tomber seul. Ils avaient fait un serment sur l'honneur de ne pas se dénoncer. Il leur demande quelques minutes. Ces messieurs dames sont-ils prêts à découvrir les dessous de l'affaire du siècle? Tout a débuté il y a presque 30 ans, à l'époque où il était encore au lycée. Il eut à cette époque le malheur de fréquenter le même établissement que cette pourriture de Kai Ji-gun. Alors en classe de seconde, il tombe amoureux d'une fille magnifique, Xiaoqin de son nom. Mais, par pure jalousie, cet enfoiré de Ji-gun n'a eu de cesse de répéter qu'il a couché avec Xiaoqin. Il a fait ça pour ruiner son image. Créer une façade artificielle de fille facile qu'elle n'a jamais été. Il en a fait des caisses, l'a crié sur tous les toits. Parce qu'elle était timide et réservée, elle n'osa élever la voix. Au bout du compte, Xiaoqin dut arrêter l'école à cause de l'humiliation qu'elle vivait jour après jour après jour. Ses parents n'ont jamais accepté cette décision et elle dut partir travailler à l'âge de seulement 16 ans. Mais alors que bien plus tard, elle cherche à renouer contact, il a appris qu'elle eut recours à la prostitution et s'est souillée pour survivre dans ce monde bouffé par la gangrène. Kai Ji-gun est même allé jusqu'à battre la seule femme qui a bien voulu de lui. Ce genre de tumeur ne mérite en rien son droit à la vie. Est-ce qu'il s'est bien fait comprendre? Et en échange, il a laissé Lin Meifeng s'introduire en son domicile pour tuer sa femme Jian Wenli. Zhao n'en revient pas que Liu Pengfei soit allé jusqu'à comploter le meurtre de sa propre épouse. En tout cas, ça explique pourquoi Lina n'a pas mis la moindre réticence à comploter avec lui. Il fallait simplement qu'il s'occupe de le faire plier en premier. Y a pas à dire, cette femme c'est quelque chose. Lina demande au collecteur pourquoi il voulait voir son épouse morte. Il a longtemps voulu la tuer, elle ne l'a jamais respectée. Tout de sa vie à lui, de sa maison à son emploi, lui a été donné par la famille de Jian, la prestigieuse famille de magnats du pétrole, les Wenli. Tout le temps qu'il a vécu au cœur de cette famille, il l'a passé à arrondir les angles. Après tout, un pauvre type démuni, mais qui n'a pas froid aux yeux pour s'en sortir, ça intéresse. À chaque fois qu'il se regardait le soir dans le miroir, ses mains étaient plus sales que la veille. Mais que pouvait-il bien faire? Prisonnier de l'engrenage, il ne pouvait plus sortir. Et il devait continuer inlassablement à faire en sorte que les crimes de cette famille ne ressurgissent pas. Au fond, il a fait tout ça pour rien. Prisonnier d'un mariage sans amour et humilié au quotidien. Sa rage, il l'a passé sur les conséquences de la promiscuité de sa femme. Il en a tabassé de ses amants. Et peu à peu, il s'est mis à repenser à Xiaoqin. Ne supportons plus son quotidien pourri par la haine incessamment croissante envers sa femme. Il continua de ressasser le passé. Et ce, jusqu'à ce qu'il découvrit ce qu'il est advenu de Xiaoqin. Le brasier d'une nouvelle colère glaciale jaillit en lui. Et cette curiosité malsaine le poussa à faire la recherche de trop. Il a appris quant aux sévices que Ji-gun faisait subir à sa pauvre femme. Cette rancœur qu'il avait enfouie en lui. Il tenait enfin quelqu'un qui pourrait la comprendre. Germa ainsi un sinistre plan qui apporterait l'antidote de poison qui ronge son être. L'heure des lamentations sonna à sa fin, et voici qu'il put rencontrer la pauvre Lin Meifeng. Mais une fois ses machinations dévoilées, celle-ci fut plus horrifiée qu'autre chose. Elle prit, son grand regret, la fuite. À vrai dire, il pouvait la comprendre, mais il savait que tôt ou tard, elle reviendrait. Il lui fallut 5 mois avant qu'elle ne vienne le retrouver. Kai Ji-gun avait battu sa femme si fort qu'elle en était méconnaissable. Mais comble de cet abject destin, Lin Meifeng perdit son enfant. Les coups furent si forts et durs qu'elle fit fausse couche. Ils co-signèrent tous deux un contrat dont chacun garda une copie et s'enregistrèrent même sur VHS en guise d'éternel symbole de confiance. Lui assistait le père de son épouse lors d'une conférence des lobbies pétroliers, le jour où Lin Meifeng a tué Jian Wenli. Et elle accompagnait sa cousine à la maternité, le jour où il s'est débarrassé de Kai Ji-gun. Leur alibi est et a toujours été parfait. Si Lin Meifeng a éventuellement pu refaire sa vie, lui a été foutu dehors par le patriarche Wenli. Fort heureusement pour lui, il a pu jouir des connexions qu'il s'est forgées en travaillant dans les coursives, les noirs bas-fonds de la famille Wenli, pour éviter d'être exécuté. Il faut dire qu'il en sait beaucoup. Sa position a toujours été délicate, que du moment qu'il ne dit mot, il ne risque rien. Il s'est ainsi fait une place dans le milieu du crime organisé. Y a pas à dire, il s'en est mis plein les poches en 20 ans. Il a su profiter d'une vie qui n'aurait jamais dû être la sienne. Mais c'est enfin terminé. À vrai dire, il en est soulagé.
Au barbecue du Woluwo, toute l'unité des affaires n'en résolu célébrant l'honneur du grand détective Yu Zhao pour avoir résolu l'affaire du cold case de Wang Ping. Personne ne tenait en place, et à vrai dire, ils se demandent s'ils ont avec eux le nouveau Hercule Poirot. Tu parles, vu son comportement, c'est plus Sherlock Holmes. Cette affaire pourrissait dans leur tiroir depuis qu'elle est tombée chez eux. N'empêche, on ne parvient toujours pas à croire à un tel dénouement. Et les échanges de victimes, c'est un truc de film. Taux de complétion de 90%. A obtenu 3 caméras de surveillance indétectables et un détecteur de mensonges invisibles. Zhao restait pourtant modéré quant aux célébrations. La remarque de l'un de ses collègues souligne sa pensée. N'empêche, Liu Pengfei a risqué gros à s'aller avec une femme aussi frêle que Lin Meifeng. Il en fallait une sacrée paire pour ne pas craindre qu'elle échoue. Quelques heures plus tôt, Zhao attrapa la main de Lina et la félicite pour leur excellent travail d'équipe. Mais celle-ci ne partage aucunement ses réjouissances. Il va bien trop vite en besogne, compte tenu de la quantité monumentale de paperasse dont ils doivent encore s'occuper. Elle continue et lui dit qu'elle va se charger de faire la liaison entre leurs deux bureaux pour corréler l'affaire de l'assassinat de la fille Wenli à celle du collecteur de Wang Ping. Elle le tiendra au courant sur les avancées. Sur ce, elle va le laisser. Elle doit s'occuper d'arrêter Lin Meifeng. À ces mots, Zhao accuse le coup avant de se reprendre. Cela dit, ça n'avait pas échappé à Lina. Celle-ci lui demande s'il y a un problème. Zhao lui répond qu'il s'imaginait simplement un monde où elle n'est pas responsable du meurtre de la fille Wenli. Lina lui dit que pour l'heure, rien n'est avéré, bien que sa culpabilité est plus que probable. En tout cas, et autant que Zhao est remonté dans l'estime de Lina, l'inverse est tout autant valable. Non seulement elle est aussi belle que ses formes sont agréables à l'œil, mais elle est intelligente et habile de ses mots quand elle le souhaite. Il a l'œil pour les femmes. Mais soudainement, le téléphone de l'inspecteur s'est mis à sonner. Lina demande à Zhao de venir tout de suite au bureau des renseignements nationaux. C'est une urgence. La nuit tombée, Zhao venait d'arriver essoufflé à la centrale de la DNRT. Lina lui fait remarquer qu'il a fait vite. Ce à quoi Zhao lui répond, aussi essoufflé que nauséeux, qu'il est venu en bagnole. Bref, c'est quoi le problème? Lina, se laissant dépouiller des documents de l'affaire Wenli, remarque qu'il semble avoir bu. Mais ne s'y attardant pas, Lina lui explique qu'il vient d'interroger Lin Meifeng, et c'est dire corrobore ceux de Liu Pengfei à une exception près. Si elle admet bel et bien être responsable du meurtre de Jian Wenli, le modus operandi qu'elle décrit, soit la poignarder à mort, déplacer le corps d'une manière non naturelle, de sorte à simuler un affrontement inattendu, et enfin saccager la propriété secondaire des Wenli pour simuler un cambriolage, correspond à l'exception d'un point central. Le décès de la fille Wenli ne fut pas par coup de couteau, bien que son corps ait été retrouvé lacéré de manière erratique, mais par asphyxie. Si Zhao écoute attentivement les dires de la détective, il a vraiment vite dégueulé. Le taxi a roulé beaucoup trop vite, il est à 2 doigts de refaire le parquet. Lina continue. Le problème c'est que Lin Meifeng n'a aucune raison de mentir. Que ce soit un meurtre par asphyxie ou comme un boucher, la peine sera la même. En d'autres termes, et s'il comprend bien ce qu'elle essaie de lui dire, personne qui a tué Jian Wenli, c'est pas Lin Meifeng. Lina le lui confirme. Qu'il jette un œil à ça. Il y a pléthore d'empreintes partout sur la scène de crime, alors que la supposée meurtrière a avoué de protection pour ne pas laisser de tels indices. Et puis, son fameux saccage des lieux ne correspond pas non plus. Si elle prétend avoir simulé un cambriolage qui a mal tourné, elle a confessé n'avoir pris qu'une partie des bijoux et le peu d'argent liquide qu'elle a pu trouver. Pourtant, quand Liu Pengfei a signalé aux autorités le décès de son épouse une fois de retour à son domicile, c'est l'ensemble de leurs biens de valeur qui avait disparu. Et qu'est-ce qu'il dit, Pengfei? Eh bien qu'il rentra chez lui accompagné du père de la victime et que celui-ci ne le laissa rester suffisamment longtemps à l'intérieur pour qu'il ne remarque quoi que ce soit de la sorte. Il a appelé les urgences depuis le porche. À vrai dire, il ne semblait pas mentir quand elle l'interrogeait. Cependant, il lui évoquait une fois de plus que les Wenli traînent depuis bien longtemps dans une sale tourbière. D'après lui, ils ont énormément d'ennemis. Au moins, le sous-entendu a le mérite d'être clair. Si ses suppositions sont correctes, il y avait au moins une autre personne sur la scène de crime quand Jian Wenli a été assassiné. Une personne qui a sciemment laissé agir Lin Meifeng sans pourtant être au courant de son contrat avec Liu Pengfei. S'ils veulent fondre sa pensée, c'est un travail de pro. Un individu a asphyxié Jian Wenli et s'est caché une fois Lin Meifeng arrivé. Le fait qu'il a pu la laisser faire, y compris son saccage, montre qu'il connaissait les lieux. Cependant, l'on sait pertinemment que ça ne peut pas être Liu Pengfei. A noter d'ailleurs que si l'électronique a bel et bien disparu, celui-ci n'avait guère grande valeur à l'époque. Il est possible qu'il cherchait autre chose. Quelque chose que la famille Wenli a bien perdu mais n'a pas reporté. Ces déductions sont fantastiques, mais Zhao atteint sa limite. Il lâcha son plus beau pâté au pied de Lina, laquelle, souillée de l'épée plâtre de l'autre tanche alcoolisée, comptait bien lui coller une bonne raclée. Yu Zhao, reviens ici tout de suite! Au cœur de la salle d'interrogation, Zhao et ses deux boss comptaient bien réutiliser la même stratégie que pour Liu Pengfei. Elle va devoir répondre à ces questions par oui ou par non. Très bien. Avez-vous tué Jian Wenli? Oui. Compte tenu de la réponse négative du système, Zhao constate que l'intuition de Lina était juste. Elle n'a réellement pas tué l'ex-femme du collecteur de Wang Ping. L'avez-vous poignardé à mort? Oui. Au fond, le système devrait simplifier les choses, mais elle semble persuadée d'avoir commis un crime dont elle n'est pas responsable. Cela dit, les éléments pour la disculper sont, pour ainsi dire, inexistants. Elle a déjà avoué être derrière les coups de poignard. Devant un tribunal, elle sera condamnée. Quoique peut-être essaye-t-elle de protéger le véritable tueur. Connaissez-vous le tueur de la fille Wenli? Eh bien, c'est elle, et elle seule. Elle doit répondre par oui ou par non. Bien alors,
Oui. Le voyant rouge du système s'alluma à sa réponse, sous la confusion de Zhao. C'est pire encore qu'il ne pouvait l'imaginer. Il pourrait lui éviter la perpétuité s'il arrive à mettre en avant le fait qu'elle n'a fait que poignarder un cadavre. Et bien que le fait qu'elle ne soit pas doublement complice devrait être un plus, la réalité n'est autre qu'à ce rythme, elle est partie pour prendre perpétuité. Lorsque vous avez poignardé Jian Wenli, était-elle encore vivante avant le premier coup? Oui, enfin, suppose. À vrai dire, elle n'a pas la moindre idée. À l'époque, elle a eu vraiment très peur et elle a planté le couteau un peu partout. Il n'a pas jeté le moindre regard sur elle. En tout cas, elle peut leur affirmer que Jian Wenli n'a pas bougé après son premier coup. Elle peut leur assurer qu'elle était bien décédée après son départ. Lina et Zhao sont désormais confirmés dans leur piste. Au fond, c'est une excellente nouvelle. Du moment qu'ils arrivent à coincer le criminel, ils pourront espérer seulement 10 ans de peine avec 5 ans ferme au lieu de perpétuité. Minuit avait déjà depuis longtemps sonné ses grâces, alors que nos deux détectives s'étaient retrouvés sur le toit des renseignements nationaux. Les implications nouvelles de l'affaire avaient laissé leur marque. Lina dit à Zhao qu'en soi, avec le témoignage de Lin Meifeng, ils sont en mesure de clore l'affaire. Zhao lui répond qu'elle l'a dit elle-même. Elle ne sait pas si elle est vraiment responsable du décès de la fille Wenli. Lina le coupe. En tant qu'aînée, elle se doit de lui rappeler que c'est clôture l'affaire ici et maintenant avec Liu Pengfei et Lin Meifeng comme coupables de leurs affaires respectives. Bien que liés, ce sont les primes des deux cold cases qui tombent pour eux, sans parler de la gloire et du prestige qui va avec. Ça pèse son poids quand il s'agit de promotion. Si au contraire, il décide de poursuivre l'affaire, ça va surtout se terminer sur un nouveau cold case. Elle peut déjà lire le titre sur les journaux. Le double meurtre irrésolu des époux bafoués de Pékin. Qu'ils n'oublient pas qu'ils ont affaire à la famille Wenli. Démarrer une nouvelle procédure d'enquête les impliquant va s'avérer presque mission impossible. Comme ils l'ont fait il y a 20 ans, ils vont tout refaire pour éviter que leurs affaires souterraines éclatent au grand jour. Bien qu'elle souhaite plus que tout mettre la main sur le véritable meurtrier de l'affaire de la fille des Wenli, il s'agit là de rentrer dans un monde qui les dépasse complètement. Zhao en reste muet. Lina ponctue et lui dit que c'était tout ce qu'elle avait à dire. Vont-ils clore cette affaire ou non? Si elle souhaitait réellement de tout cœur clore cette affaire, ce serait pas embêté à lui demander de venir ici aussi tard. Lui déballe-t-elle tout ça parce qu'elle a trop peur de faire un choix? Lina est dans un premier temps surprise par la réponse de Zhao, avant de pousser un soupir, les sourires aux lèvres. Y a pas à dire, elle regrette sincèrement de l'avoir fait venir ici pour rien. Au moins, elle ne se serait pas fait gerber dessus. Dans ce cas, qu'elle soit la personne mature de la situation et qu'elle ne prenne pas offense. Cette affaire, c'est son affaire, pas la sienne. Alors il compte l'abandonner elle seule. Oh, mais qu'elle ne prenne pas les choses comme ça. Il sait aussi bien qu'elle que cette affaire respire les emmerdes. Et peut-être qu'il se moque bien du sort de la crime, mais il a pas envie de finir en train de pourrir dans un caniveau. Le patriarche Wenli sait probablement très bien qu'il s'en est pris à sa fille. Ou le fait qu'il a gardé Liu Pengfei soigneusement en dehors du crime. L'une de ses affaires avec les hauts dignitaires du crime organisé a du mal tourné. À trop vouloir jouer avec le feu, on finit par se brûler les ailes et... voudra-t-elle bien le croire ou non? Il en sait long sur la question. Lina resta silencieuse devant l'hypothèse de Zhao. Bon, et s'ils allaient attraper le meurtrier de la fille Wenli? Le lendemain matin, Lina soumet une demande conjointe avec l'unité des affaires non résolues de la crime pour ouvrir officiellement le dossier de l'affaire de la fille Wenli. Cependant, et après 20 ans de silence, la dite famille fit pression sur les forces de l'ordre pékinoises en jouant de leur influence pour casser la procédure. Convaincue d'être la meurtrière de Jian Wenli, Lin Meifeng plaida coupable et écopa de 30 ans de réclusion criminelle avec 20 ans de sûreté des suites des multiples incohérences dans l'affaire. Liu Pengfei plaida également coupable à tous les chefs d'accusation à son encontre, y compris ceux liés à la pègre. Il reçut ainsi la peine capitale en vigueur, soit prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À ce jour, le véritable meurtrier de Jian Wenli demeure impuni, et les motifs derrière l'assassinat de la jeune femme restent inconnus. L'affaire du meurtre de la fille Wenli fut ainsi classée.